Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir sur ce nouvel épisode d'un nouveau podcast dédié exclusivement au swimrun et en particulier à la préparation de Haut-Îlot 2025 pour Fergus, Christophe et moi. J'intègre aussi Christophe, notre coach. Ce que je vous propose pour ce premier épisode qui va être pour nous un vrai kiff parce qu'on va aller à la rencontre des meilleurs et meilleurs avec un E bien évidemment mondial qui sont pour la plus grande part des Français. Alors, je vais essayer de le faire dans la liste des gens qui sont affichés sur mon écran. Alors, je l'ai dit, il y a Fergus, mon binôme, il y a Christophe Yamas, notre entraîneur, ancien numéro 1 mondial de DK Ironman. Il y a Olivia Fedel, il y a Johan Lezo, il y a Aline Tavernier, il y a voilà, je suis perdu. On va repasser après. Je vais vous donner toutes et tous la parole pour vous présenter. Cédric Fleurton, Jean-Marie Gay, Mathieu Poulain, que du très, très beau monde. Ce que je vous propose, c'est peut-être déjà de toutes et tous vous présenter. Donnons déjà la parole aux femmes. Olivia, tu es la première sur mon écran. Je te laisse prendre la parole, te présenter, nous en dire un peu plus sur toi et puis ton palmarès aussi. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Olivia Fedel. Je suis domiciliée dans le Var depuis bientôt 4 ans et je suis originaire de la région parisienne. Alors moi, j'ai pas autant de titres, hein, je le précise dès le début que tous les invités de cette table. J'ai participé à Outilo l'année dernière, mais voilà, je prétends pas du tout être dans les meilleurs, hein. On s'entraîne beaucoup pour ça, mais bon, il y a encore un long chemin avant d'y arriver. Et je pratique le swimrun depuis 2018. Et j'ai commencé sur des formats S, M, et là, ça fait pas très longtemps que je fais du long. Donc, voilà, pour ma part. Super. Bon, quand même, tu as participé à Autilio, enfin Eutileux, comme on dit, hein, celles et ceux qui sont autour de la table et qui ont participé, vous me corrigerez si je me trompe. Et puis, donc déjà, tu y as participé, donc ça nous intéresse, Fergus, Christophe et moi, parce que tu l'as fait au moins une fois. Et puis voilà, on voulait donner aussi la parole aux meilleures Françaises et Français, donc tu en fais partie. En tout cas, on y travaille, mais bon, on attend de voir ce que ça va donner cette saison, on va dire. Johan, tu es la deuxième dans mon écran de contrôle, je te donne la parole. Oui, alors moi du coup c'est Joanne Lezo, j'habite dans le sud de la France à côté de Cannes. Je suis ancienne nageuse de haut niveau et du coup j'ai commencé le swimrun en 2022 et l'année dernière j'ai participé à mon premier championnat du monde au Thielleux et en mixte, du coup avec Stéphane Herniou comme binôme parce que je cours principalement en mixte jusque-là et j'ai eu une victoire sur World Series l'année dernière en mixte. Super, merci. Donc deux du sud-est. Moi, je suis à Toulouse, mais mon papa, il est à Antibes. Donc, à l'occasion, je passerai vous faire un petit coucou. Aline? Bonsoir, donc Aline. Moi j'ai bientôt 40 ans. Je pratique le swimrun depuis 2021. J'ai d'abord fait en solo et après on a fait notre petit binôme avec Julia et on a participé en 2022 et 2023 donc à Otilo. La première année on finit troisième et la deuxième année quatrième. Voilà. Et puis quelques podiums sur d'autres courses en France et en Suède, voilà, pour notre palmarès. Ouais, c'est déjà pas mal. Julia, j'ai retrouvé ton nom, ton prénom. Julia Boustakir. Enchantée. Je te donne la parole. Alors, bonsoir, oui, Julia Moussati. Du coup, moi, je suis originaire de Saint-Tropez. J'ai 37 ans et donc, après, Aline, elle a déjà fait le palmarès, hein. Moi, j'ai suivi l'année passée avec une année en mixte en plus. Voilà. Super. Allez, Cédric, tu es le premier homme. Ouais, je suis pas le plus jeune, je croyais que tu allais partir du plus jeune. Donc, Cédric Fleurton. Je suis un peu plus âgé que toutes les participantes qui sont présentées. J'ai 51 ans. J'ai une participation à Otilo, l'Otilo, hein, parce qu'il y a plusieurs manches Otilo, mais l'Otilo, on parle bien de l'Otilo en Suède. En 2017, ça a été une édition remarquée, puisqu'on a eu
la chance de faire un reportage sur Stade 2 avec Davidos, qui était mon binôme à l'époque. Voilà, un reportage, un grand format qui a plutôt bien marché. Voilà, après, bah, c'est un sport que j'ai découvert sur le tard, mais bon, c'est un sport qui est assez récent. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans le podcast, mais c'est un sport assez récent et ouais, j'ai découvert sur le tard, mais un super sport que j'ai eu l'occasion de refaire avec différentes personnes. J'ai dû en faire une dizaine, donc je suis pas le plus expérimenté, je suis pas le plus performant, j'ai jamais rien gagné en swimrun, mais, euh, mais voilà, et voilà, bah, je passe la main. Bon, alors, tu te définis comme pas le plus performant, ça n'empêche que tu es quand même l'un de ceux, avec Davidos, qui a inspiré une bonne partie des Français et des Françaises, parce que notamment dans le podcast Devenir triathlète, quand je parle de swimrun, tout le monde me dit bah ouais, le swimrun, Stade 2, le reportage, Canal+, enfin voilà, vous faites partie quand même des piliers de la discipline, en tout cas en France. Ouais, c'est un petit peu ce que je dis, ça a été remarqué. Il y a eu juste avant un très très bon reportage dont Jean-Marie a participé là sur Intérieur Sport. Donc effectivement, je pense que ces deux reportages ont fait que beaucoup de gens s'y sont intéressés, beaucoup de Français, hein, parce qu'il y a beaucoup de Français hein, quand on regarde au départ de Thilo. Donc voilà, je pense que ça a été plutôt bien filmé et ça a inspiré pas mal de monde et ça c'est plutôt sympa. Bon, tu parles de Jean-Marie. Jean-Marie, du coup, je vais te passer le micro aussi, à ton tour. Ah, faut que tu enlèves faut que tu te unmute, Jean-Marie. Oui, je disais que je prends le titre des plus vieux pour l'instant, Cédric, j'ai 57. J'ai commencé le swimrun en 2015 et j'ai fait mon premier swimrun au championnat du monde de Tilleux. Donc c'était le premier. Et c'est à la suite de Tilleux qu'on a décidé avec François-Xavier de lancer le swimrun de France. Et bien nous a appris parce qu'on a pu surfer sur la vague d'Intérieur Sport et on a tout de suite accumulé beaucoup de vues et on a pu un peu fédérer toutes les communautés à travers Internet et les réseaux sociaux. Et c'est parti de là. Voilà, donc je suis un petit peu le dinosaure du swimrun en France. Bon, ça reste un super bonheur de vous avoir toutes et tous, et puis en particulier vous deux, les dinosaures, si je puis me permettre, Cédric et Jean-Marie. Petite question pendant que je vous ai, est-ce que vous pensez que c'est aussi grâce à vous et à ces deux reportages de France 2 et de Canal+, que le swimrun est aussi développé en France et que finalement, si je ne m'abuse, la Fédération française de triathlon est la seule fédération nationale délégataire du swimrun? Alors, pour ma part, je pense en partie seulement. Après, il faut aussi dire que le triathlon est plutôt bien géré en France. Hein, le nombre de clubs, le nombre d'organisations, voilà, je pense que c'est un modèle en Europe et peut-être dans le monde d'organisation d'un sport et ben du coup, bah, le swim-on a bénéficié vraiment de la structure de la FF3. Voilà, et alors pour moi, je suis peut-être un pionnier, mais je le dois beaucoup à Jean-Marie. Hein. C'est vraiment Jean-Marie qui m'a fait découvrir ce sport avec FX. Il m'avait invité un jour à Cassis dans les Calanques et je connaissais absolument pas et j'étais venu en mode découverte et j'avais adoré. J'avais adoré et ouais, donc je suis pas un pionnier. Hein. Le pionnier, je pense que c'est vraiment Jean-Marie FX. Et je pense qu'ils ont beaucoup œuvré hein, avec Swimrun France. Voilà, très tôt, ils ont amené beaucoup de matières concernant ce sport, voilà, qui a facilité quand même beaucoup les choses pour toute une génération, hein, des tas d'athlètes qui voulaient voilà, se présenter sur des swimruns. Donc, je pense ils ont fait beaucoup. Alors, Jean-Marie, je te laisse prendre la main et Oui, présenter un petit peu. c'était un peu bizarre, mais je pense qu'il y a beaucoup marqué, c'est le moment où je défaille dans Intérieur Sport. Euh, souvent en reportage, il faut toujours quelqu'un où ça se passe mal, c'était moi.
Et juste après que le reportage soit passé à Canal+, franchement, il y avait des gens dans la rue qui me disaient « Ah oui, c'était vous qui avez bâché à le Tilleux, vous avez mis les bras en croix. » Et je dis « Oui, c'est moi, oui, c'est moi. » Et en fait, ça marque. Les gens ils disent ils se sont mis dans la tête, ouais, c'est un truc, un sport de dingue, il faut le faire. Bon, il faut un peu démystifier tout ça parce que bon, swimrun, c'est aussi pas que des trucs de fou comme le pilote, mais c'est vrai qu'en partant de là, il y a une image qui s'est créée dans, dans dans l'esprit des gens qui fait que ça a vraiment marqué les esprits. Voilà, ça me fait penser à un reportage qu'il y avait eu sur Antenne 2 à l'époque sur le triathlon de Nice. Et on voyait des gens qui couraient à moitié pliés parce qu'ils finissaient hyper tard, etc. Ben, rebelote avec le swimrun et ça a vraiment marqué le début. Et jusqu'en 2017, donc il y a eu 2 ans où on était tout seul. En 2017 est venue la Fédé de triathlon qui a vraiment mis un gros coup d'accélérateur. Et elle avec une politique qui était bien en place et qui a fait monter la sauce, quoi, la mayonnaise. À partir de là, on a œuvré ensemble et le fait de mettre les clubs de triathlon dans la boucle, là, c'est vraiment petit exponentiel, quoi. Écoute, on se réservera le moment pour faire un épisode un peu plus détaillé, peut-être pas de ce podcast, mais plutôt de devenir triathlète, où on parle aussi swimrun, et puis on reviendra un petit peu sur toute cette genèse-là, parce que effectivement, hein, comme l'a dit Cédric, la Fédération française est bien organisée. Et elle est délégataire d'autres sports, et pour autant que je sache, enfin, moi je trouve en tout cas que le swimrun est celui qui a été qui a le plus explosé dans les nouveaux sports, parce que le swimrun est relativement jeune. On pourra revenir un peu sur l'histoire du swimrun, mais voilà, la Fédération française de triathlon est délégataire d'autres sports, comme par exemple le raid multisport. Et pour moi, ça fait pas autant, c'est pas autant médiatisé et c'est pas autant mis en avant que peut l'être le swimrun dernièrement. On va peut-être juste finir sur les présentations. Déjà, dans les pratiquants, finalement, tu es le seul représentant de la jante féminine. Mathieu, salut. Dans les pratiquants, je veux dire, tu peux te unmute. Représentant de la jante féminine, c'est gentil. Non, pardon, excuse-moi. Les aléas du direct. Ça commence bien. Ça commence bien. Voilà, on est aussi là pour s'amuser. Bon, il y a Cédric aussi, mais Cédric, tu as dit que tu n'as fait qu'une petite dizaine. Bon, salut Mathieu. Salut, du coup, Mathieu Poulain, je suis kiné sur Montpellier, j'ai 32 ans. Je fais du triathlon depuis que j'ai 8 ans et maintenant j'ai 32 ans. Donc ça commence à faire et j'ai commencé le swimrun fin 2018. Donc voilà, j'ai un peu écumé le circuit au Tillot et pas mal de courses aussi françaises, et avec pour principal fait d'armes du coup une victoire sur Otillo en 2024 avec Alexis Charrier. Merci. T'es pas que ça aussi, parce que bon. Oui, on peut faire un petit rappel. C'est vrai qu'il y a 1 an, du coup, avec mon collègue Vincent Fabre, on a lancé le podcast L'Instant Swimrun, où du coup on parle exclusivement de swimrun, et on a interviewé déjà un certain nombre des personnes qui sont présentes, et j'espère interviewer ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de passer dans le podcast. J'en profite pour leur faire un petit appel du pied. Bon, t'as les coordonnées de toute façon, hein, du coup, vu qu'à Oui. un moment, l'invitation, tout le monde était en public. Je finis, Fergus, je finirai avec toi, mais il nous reste Christophe Liamas pour les présentations. Bonsoir à tout le monde, donc Christophe Yamas. J'ai 53 ans, je suis entraîneur triathlon depuis 1995. Moi, j'ai démarré le triathlon en 1988. J'ai fait mon premier Ironman 97 et j'ai fait 2 DK Ironman, 3 triple Ironman, 10 double Ironman et pas mal d'Ironman aussi. Et donc, je suis vraiment entraîneur à temps plein depuis 5 ans. Et j'entraîne à travers le monde 57 athlètes. Et j'ai 3 binômes de swimrun. Et je suis là ce soir pour apprendre un peu de ce que vous allez me donner. Parce que bon, je suis plutôt physiologiste et entraîneur. Et le swimrun, c'est une discipline que je connais très peu. Et donc, j'ai dit OK à Fergus et Hermano pour cette aventure, et je suis très heureux d'apprendre de vous tous et vous toutes ce soir.
Waouh. Et puis, Fergus, il reste plus que toi. Tu as la pression pour finir les présentations quand même. Effectivement, merci à tous déjà d'être présents ce soir et un petit merci tout particulier à Cédric. C'est grâce au reportage sur France 2, comme beaucoup de Françaises et de Français, que j'ai découvert le swimrun. Et à l'époque, ça me paraissait un rêve inaccessible comme de poser le pied sur la Lune. Et en fait, au bout de presque une décennie plus tard, après le premier marathon et le premier World Series Otilo, je me suis dit que c'était possible. Et donc, avec Armano, on s'est rencontrés grâce à Christophe et on s'est dit que ce rêve impossible était quelque chose finalement qui était peut-être accessible. Et donc, nous voilà aujourd'hui pour prendre les conseils de vous toutes et tous. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être ici et on a hâte d'en apprendre énormément grâce à vos expériences. Bon, tout le monde a donné son âge, Fergus, il reste plus que toi quand même. J'aurai bientôt 42 ans. C'est le bon âge pour courir un marathon, normalement. Mais toi, tu en as déjà fait un à 41. Voilà. Et du coup, je rappelle juste un petit peu le concept de l'épisode. Avec Fergus, on s'est lancé dans un pari un peu fou d'essayer de demander une wildcard aux organisateurs d'Otilo. Jean-Marie, tu pourras peut-être nous raconter l'histoire des wildcards et rapidement d'Otilo avant qu'on passe après un peu à poser des questions à toutes et tous pour avoir plus d'informations. Mais voilà, on s'est lancé dans ce projet d'essayer d'obtenir une wildcard en mettant en avant nos profils qui sont un peu atypiques et pas forcément des profils de swimrunner, sachant que Fergus s'est déjà, comme il l'a dit, aligné sur un Otilo World Series, en particulier à Cannes, spécifiquement à Cannes. Et moi, j'ai juste fait quelques swimruns qui n'étaient pas du tout dans le circuit Otilo. Et par contre, je suis un amoureux du triathlon et moi, j'ai commencé en 96, donc un peu après toi, Christophe. J'avais 16 ans à l'époque. Voilà, pour ceux qui veulent faire les calculs, parce que je n'ai pas donné mon âge. C'était une sorte c'était un peu un swimrun format long quand même. Ouais, et puis Agrippa, effectivement, où je me suis amusé à traverser la France en courant et un peu en nageant. Je le voulais vraiment en mode swimrun et puis finalement, c'était un petit peu plus compliqué à organiser. Mais effectivement, des étapes de à peu près 60-70 km par jour avec, quand c'était possible, de la nage en eau libre et sinon en piscine. Voilà, oui, pour les wildcards, moi j'ai testé parce que c'est comme ça que j'ai pu intégrer les championnats du monde en tant que journaliste avec François Xavier. Il faut savoir qu'ils ont, je crois, une possibilité de se qualifier en wildcard si on est sponsor. Il y a une possibilité de se qualifier en wildcard si on fait une belle lettre de motivation. Donc je pense que c'est votre cas. C'est ce qu'on a essayé. Oui, je connais un d'ailleurs l'an dernier qui l'a fait. Il était tout seul et il avait écrit une belle lettre et les organisateurs leur ont même fourni une super suédoise qui l'a amené jusqu'au bout. Donc ils sont très très compréhensifs et si la lettre est bien faite, ça a vraiment du vécu et de la motivation, ils prennent. Hein. Et enfin, la troisième façon, c'est faire partie d'un média. En fait. Bon, avec le podcast, etc., il y a peut-être une chance aussi d'être dans cette catégorie. On va voir. Donc, trois façons d'y je suis pas encarté, comme on dit chez les journalistes, mais peut-être qu'effectivement, ce média, avec quasi 500 épisodes du podcast Devenir triathlète et puis d'autres, on pourra peut-être jouer aussi sur ce tableau-là. Donc voilà, on a essayé de faire à la fois une belle lettre de motivation et jouer sur le tableau média. J'espère que ça va marcher. Écoutez, je vous propose peut-être déjà de lancer la session des questions-réponses. Juste, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, messieurs. Je préfère laisser la primeur aux femmes de répondre. Après, sentez-vous libres toutes et tous de prendre la parole. Comme je l'ai dit, c'est comme à l'école. On lève la main et puis on répond. On n'a pas forcément adressé des questions en particulier à certaines personnes, mais n'hésitez pas à prendre la parole quand vous pensez que vous êtes à même de répondre à celle-ci. Tout d'abord, et puis surtout pour Cédric et Jean-Marie qui avaient vécu un petit peu les débuts du swimrun, quels sont quels sont les équipements absolument nécessaires pour pouvoir se présenter sur un swimrun et en particulier boucler un nautileux, sachant que ça a dû pas mal évoluer ces 10 dernières années. Allez, Jean-Marie, peut-être? Alors, les équipements nécessaires, au début, on va dire que c'était une combinaison de triathlon coupé aux jambes. Une paire de chaussures, n'importe laquelle, une paire de lunettes et un pull boy bricolé.
Et c'était tout, hein. Franchement, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait peut-être aussi la rigueur des camelbacks, hein. Ils prenaient des camelbacks à l'époque. Mais quand ils ont commencé en 2005, un truc comme ça, il n'y avait pas beaucoup de règles en fait, hein. C'était vraiment une volonté des organisateurs, Mats et Michael, de vouloir que les innovations viennent de la base, venaient des swimrunners eux-mêmes. Et après, peut-être que à l'époque, il n'y avait pas trop d'équipementiers, mais c'est des équipementiers qui ont pris le pli des premiers swimrunners qui venaient avec des innovations. Et chaque année, tout le monde venait avec un truc nouveau, quoi. Il y en a qui sont venus avec des palmes, il y en a qui sont venus avec des tubas, il y en a qui sont venus avec des matelas où ils pouvaient nager sur le matelas. Il y a une émission où on gagnait avec un matelas. Et après, évidemment, les organisateurs se sont dit, oh, les matelas, c'est too much, on va l'interdire. Mais au final, il faut savoir que c'était ça. Au départ, c'était l'esprit d'innovation qui primait et c'était l'adaptation. Vous venez comme vous venez avec tout ce que vous voulez, mais vous le transportez jusqu'au bout. Oui, c'est ça, parce que la règle a toujours été vous finissez avec le même matos que celui avec lequel vous commencez. Modulo, les boissons et l'alimentation, évidemment, on garde que les emballages, mais sinon, on doit arriver comme on est parti. Voilà. Et petit à petit, les équipementiers sont venus et ils ont repris les meilleures idées. Et ils ont toujours été en très très proche contact avec les innovateurs des swimrunners pour faire évoluer leur matos. Et on peut dire que maintenant, c'est presque stabilisé, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Cédric, t'es en mute. Si tu veux réagir. Ouais, mais je suis peut-être pas le mieux placé pour parler matos parce que c'est pas vraiment un truc que je suis vraiment, mais ouais, en effet, le néoprène a bien progressé. Il y a une quinzaine de marques, peut-être plus, qui ont investi le sujet. Après, bah, comme tout matériel, je pense que c'est pas tout à fait non plus les mêmes. Donc, l'idéal pour vous, hein, c'est de tester plusieurs combinaisons, de vous renseigner au maximum sur les coupes, sur la souplesse, sur etc. des tas de paramètres et en fonction, bah, tester un petit peu le matériel et puis voir ce qui vous convient le mieux. Chose qu'on n'avait pas faite nous en 2017 quand on s'est pointé avec David. On a ouvert la combinaison la veille. Donc on a ouvert le sac, notre pactage, pool boy, tout ça, on n'avait jamais utilisé auparavant ce matériel. Donc ouais, on l'a payé cher hein, le jour du swimrun où on n'était pas vraiment au point. On a eu pas mal de galères, matos, que ce soit la longe, que ce soit les pool boys, que ce soit la combinaison qui prenait l'eau, etc. On avait fait pas mal d'erreurs. Donc là, il vous reste du temps. Donc l'idéal pour vous, c'est de tester un petit peu tout ce matos. Je sais que Jean-Marie, il y a toute une rubrique là sur Swimrun France et peut-être d'autres, hein, voilà, où il y a des comparatifs, il y a des tests, etc. Il y a quand même beaucoup de matière sur le sujet. Donc vous avez le temps. Et puis, ouais. L'actuel, c'est Mathieu Poulain qui vraiment est au top à ce niveau-là. Ouais, donc c'est pour ça que je dis je suis peut-être pas le meilleur pour parler de ce sujet-là. Et en tout cas, moi, j'ai investi dans une combinaison grâce à Jean-Marie là, qui m'avait fait tester quelque chose. Et je veux pas dire la marque, mais Si tu effectivement, peux balancer les marques, au contraire. eh ben c'est comment elle s'appelle ouais, je sais même plus. Jean-Marie là. Bah, c'est Mathieu, celle que tu utilises. Arc. Arc. Ouais, Arc, elle est vraiment, enfin, moi je trouve on est vraiment super bien. C'est une seconde peau, elle prend pas l'eau, enfin, en tout cas pour moi, elle prend pas l'eau, elle est hyper souple, on la sent pas. Donc, j'ai testé, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, mais bon, après, il y a peut-être d'autres marques concurrentes qui sont sensiblement pareilles. Peut-être, je pense à Aide ou je ne sais pas, enfin, sans citer de marque, mais voilà, après, il suffit de regarder Otilo à l'arrivée, hein, il y a beaucoup de tout le monde n'arrive pas avec la même combinaison, donc tout le monde y arrive avec des combinaisons de marques différentes et il y en a, ils tirent bien leur épingle du jeu avec une marque qui n'est pas forcément celle que j'ai citée. Donc voilà, à vous de tester, à vous de voir. Après,
Après, je pensais bien d'en parler, hein, et c'est bien d'aller sur les forums, c'est bien de se renseigner. Il faut être curieux, quoi, pour faire le et les bons choix. On va regarder tout ça. Fergus, tu voulais. Ouais, petite question pour vous tous sur le sujet. Autant quand on fait une course à Cannes ou dans le sud de la France, on peut être en shorty, c'est très bien. Mais sur une course comme Otilo, il peut faire beau ou pas beau, mais de manière générale, l'eau est quand même assez froide. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que c'est plutôt d'avoir une shorty ou plutôt d'une combi longue ou alors une shorty avec des manchons et des protections au tibia? C'est plutôt quoi le format qui vous semble bon et avantages et inconvénients des différentes options? Mathieu, je te laisserai finir parce que je crois savoir que toi, tu es frileux, mais on laissera aussi peut-être les filles prendre la parole. Vas-y, Cédric, tu voulais réagir? Moi, pour moi, c'est shorty, hein, je me vois mal faire un swimrun en intégrale. Shorty, après, il y a les options, on peut mettre les manches, on peut ne pas mettre les manches, on peut les enlever en cours par cours, et puis il y a possibilité, les autres en parleront mieux, mais de mettre des sous-couches qui sont bien faites, je pense, que j'ai jamais vraiment utilisé. Mais voilà, pour gratter quelques degrés ou limiter les pertes de degrés. Donc voilà, je pense que l'option c'est shorty parce que courir avec une combine longue, j'ai même jamais fait, mais bon, je me vois pas trop le faire. Donc j'ai pas testé, donc je laisse. Ouais, Mathieu il fait non, donc je pense qu'il est d'accord avec moi. Johan, tu levais la main. Je te laisse peut-être prendre la parole. Ouais, moi j'allais juste parler de mon expérience personnelle où du coup l'année dernière c'était la première fois que je faisais Otilo, donc l'eau était très très froide. Pour le coup, moi je suis partie avec une arc et la plupart du temps on est vraiment en shorty. Enfin, aujourd'hui on voit pas grand monde, voire personne sur ces courses-là partir en long parce que sachant que la course dure 10 heures, typiquement les conditions météo qu'on a au début de course et en fin de course sont pas les mêmes. Et sur la fin de course, il a fait un peu plus beau, un peu plus chaud. Il y a quand même une course à pied qui dure 18-20 km. Si on est en surchauffe au niveau des jambes, après, ça peut clairement nous cramer, sachant que la course, bon, même si elle est très longue, on dit par habitude qu'elle commence sur cette île-là, à partir du moment où on fait 18 km. Donc derrière, il reste quand même pas mal de kilomètres à faire. Et même quand il fait froid, finalement, sur les parties course à pied, on est quand même assez vite en surchauffe. Du coup, il faut vraiment éviter ça. Donc après, c'est vrai qu'au niveau des sous-couches, quand l'eau est froide, il y a des sous-couches qui sont faites par différentes marques avec du néoprène, pour ceux qui ont envie, ou juste sous-couche tissu. Moi, je sais que j'avais juste la sous-couche en tissu. Ça, c'est propre à chacun, mais à tester la résistance à l'eau froide. Moi, l'eau froide, ça me pose pas de problème, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles. Mais ouais, typiquement, il y a ça. Après, je sais qu'il y a ceux qui courent avec les combis sans manches, sans manches, mais qui rajoutent les manchons quand il fait froid. Ça peut être un truc à tester parce que ça libère les épaules et sur le nombre de kilomètres qu'il y a en natation, selon les techniques de nage, ça peut être plus pratique. Mais il faut vraiment tester parce que les manchons peuvent partir. Et il y en a pas mal qui ont eu cette problématique-là où les manchons, ils se gorgent d'eau, en fait, ils se roulent. Et en fait, c'est plus une galère qu'autre chose, quoi. Moi, je sais que autant j'en ai où je nage sans manches, autant là, je prends vraiment les manches courtes avec les manchons. Comme ça, si on a trop chaud, on peut les enlever, mais on n'a pas cette galère dans l'eau pour nager, quoi. Voilà. Merci. Il y a d'autres nageuses, d'autres anciennes nageuses, je crois, dans le groupe. Vas-y, Aline. Alors oui, nous, avec Julia, on est aussi les deux anciennes nageuses et nous, on a opté, la deuxième année notamment, on avait la combi, donc jambes courtes, hein, ça, on n'a jamais imaginé avec des jambes longues, et sans manches et avec les manchons. Et c'est beaucoup plus, pour nous, pour nager, c'est beaucoup plus pratique. On était plus à l'aise, on craint pas beaucoup le froid, on s'était un petit peu habitué. Et puis, bon, on avait des manchons qui jouaient bien, qui tombaient pas. Donc, c'est vrai qu'on avait opté pour cette tenue-là et on n'a pas regretté du tout, quoi. Vraiment. Après, l'eau est fraîche, mais voilà, ça nous a pas perturbés. Bon, ouais, toi, tu étais une ancienne spécialiste du fond aussi en nage libre, si je ne m'abuse. Ouais, voilà, j'avais fait un petit peu d'open water et voilà, mais pas au niveau de Johan. Mais du coup, l'une comme l'autre, quelle différence entre des compétitions d'eau libre longues, voire très longues, et des sections très courtes sur Otilo? Déjà, le pool plaquette, Ouais. ça change tout. Le néoprène, parce que sur les
Les open water, c'est pas du néoprène, c'est de la combi classique de natation. Et puis, ouais, c'est pas la même. Ouais, c'est pas du tout comparable. C'est vraiment pas. Enfin, pour moi, c'est pas du tout comparable. Après, je sais Ouais. pas ce que Joanne en pense. Non, parce que par exemple, en open water, ce qu'on appelle les courses les plus courtes, c'est du 1500 et c'est typiquement ce qu'on retrouve sur les distances les plus longues sur du swimrun. Donc finalement, on n'est pas du tout, enfin, la technique de nage qu'on va avoir, par exemple, quand tu as une section natation, je sais pas, de 400 mètres, va vraiment pas être la même et va presque plus se rapprocher du bassin que de ce qu'on fait réellement en eau libre où on pose un peu plus la nage, où on est plus, les battements en eau libre, ça joue vachement. Là, on est avec un pool boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, moi, je sais qu'à mon niveau, j'ai dû revoir toute ma technique de nage, toute ma technique d'entraînement parce que nager en pool plaquette et nager en nage complète, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et pool plaquette sur 400 mètres, c'est pas pareil que nager pool plaquette sur 1500 mètres. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut travailler, je pense. Et après, le seul truc qu'il y a vraiment en commun, c'est tout ce qui va être prendre les caps. Prendre les caps, jouer avec les courants, nager dans les vagues, enfin adapter un peu sa technique à l'environnement parce qu'on sait jamais, il y a des natations qui sont protégées, il y en a d'autres qui sont hyper exposées. Et ça, c'est important de les connaître, bien connaître le parcours. Et tous ces trucs-là, c'est des points communs entre l'eau libre et le swimrun, mais c'est vraiment plus des points techniques d'orientation ou d'adaptation, etc., que réellement sur les distances de course, quoi. C'est bien parce que finalement, on passe quand même en revue pas mal des questions qu'on avait prévues. On en reviendra peut-être un peu plus en détail après. Toi, Olivia ou Julia, quelles sont vos expériences sur le matériel et en particulier les combinaisons, justement? Alors moi, comme disait Aline, nous, on a opté pour le débardeur avec les manchons. C'est vrai qu'en tant qu'ancienne nageuse, c'est vraiment agréable d'avoir les épaules libres. Ok. Et ouais, pool plaque, bon, en tant qu'ancien triathlète amateur, moi ça va. Je suis plus à l'aise avec pool plaque que sans rien. Fergus, toi, t'es comment? Moi, je suis pas frileux, mais le swim que j'avais fait à Cannes, j'étais un peu gêné avec la shorty. C'est vrai que je me demandais si avec autant de kilomètres et surtout en départ à 4h30 du matin sur Othello, si c'était un avantage ou pas d'avoir des shorties ou alors au contraire d'être vraiment manche complètement libre. Ça a l'air de s'orienter, en tout cas avec vos points, plus sur la manche, enfin sans les manches, vraiment épaules totalement dénudées. Donc je pense que ça va être une option à choisir. Aline, t'as levé la main et puis après Cédric. Ah, t'es en muté. Oui, pardon. Juste réagir par rapport aux plaquettes aussi. Un point important, c'est que faut bien tester la taille de ces plaquettes. Il faut bien imaginer qu'il y a presque 10 km de natation et que sur les dernières natations, il faut pouvoir emmener ces plaquettes. Donc, alors c'est bien d'avoir des grosses plaquettes, mais soit il faut être bien entraîné ou soit il faut réduire la taille des plaques pour pouvoir les emmener jusqu'au bout parce que voilà, par expérience, j'ai fait Cannes la première année avec des plaquettes beaucoup trop grosses et les dernières natations, c'était franchement une galère. Donc vraiment, ça c'est un point important à bien tester avant. Ok. Cédric, tu voulais réagir aussi? Ouais, simplement petite réflexion. Je pense pas que ce soit au niveau des jambes ni au niveau des épaules, des bras où il y a la plus de déperdition de chaleur. Je pense plus à la nuque, à la tête. Donc, si vous voulez assurer le coup, au départ de Thilo, effectivement, ça part tôt. S'il peut faire froid, nous, quand on l'a fait, il faisait vraiment très froid. Il faisait vraiment un temps horrible. Voilà, c'est d'assurer avec une cagoule en néoprène. Cagoule en néoprène, après, si au fur et à mesure de la course, voilà, tu peux la glisser dans la combinaison et t'en passer. Voilà, ou un bandeau néoprène, voilà, à tester aussi à l'entraînement. Mais je pense que ouais, il y a une bonne déperdition, où on peut gagner quelques degrés et un peu d'énergie. Effectivement, c'est de se couvrir la tête d'un bonnet. Ok. La question était aussi, parce que tu parles de glisser la cagoule après dans la combi ou ailleurs. Effectivement, on l'a dit, si on part, on doit arriver avec le même matos que celui avec lequel on est parti. Donc, si les manchons ne tiennent pas bien, si ça nous gêne, si on commence à avoir chaud, de toute façon, on ne peut pas les jeter sur le bord de la route ou même dans une poubelle. On est obligé d'arriver avec, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Tu pars avec du matériel, tu reviens avec le même matériel. Ouais, tu peux pas en prendre en cours de parcours et tu peux pas en perdre en cours de parcours.
Voilà, et juste une petite réflexion aussi, parce que j'ai balayé vos questions, ça y était pas, enfin, ou légèrement dans l'évolution de ce sport. Donc, effectivement, moi, c'est un petit regard que j'ai hein, de mes pratiques passées et encore, voilà, je pense que c'est un sport qui est très nature, qui est vraiment connecté avec la nature. Hein. En cours, c'est du trail, on nage, contact de l'eau, enfin bref. Voilà, et je trouve un peu dommage, mais bon, ça fait partie aussi de l'essence et de l'ADN de ce sport. Mais voilà, d'utiliser les plaquettes. Moi, je trouve que voilà, dans l'évolution, j'aurais bien voulu que ce sport, au bout d'un moment, ils disent stop aux plaquettes. Voilà, parce que effectivement, vous l'avez tous dit, hein, nager avec des plaquettes et un pool boy, c'est bon, un pool boy, on va dire, on peut le tolérer parce qu'il y a les baskets. Bon, après, les tailles de pool boy, c'est un peu n'importe quoi, mais ils ont réglementé tout ça. Mais voilà, moi je trouve que voilà je trouve dommage de mettre un morceau de plastique entre la main et l'eau. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux finalement dans la pratique de la natation, hein, c'est ce toucher d'eau, cette sensation d'eau. Voilà, je trouve ça un peu dommage pour un sport nature, voilà, d'utiliser des plaquettes en plastique, voilà, qui dénature en plus la natation, qui avantage pas forcément les nageurs, même pas du tout. Regardez nager les Suédois, c'est plus du kayak polo que de la natation. Voilà, et en plus, je pense que c'est pas bon aussi pour les épaules, c'est pas bon pour la santé des coureurs, donc enfin bon, c'est une petite réflexion personnelle, mais moi je trouve que dans l'évolution, si j'étais aux manettes avec un peu de pouvoir dans ce sport, je ferais tout voilà, pour limiter, enfin ou pour interdire les plaquettes, quitte à diminuer un petit peu les portions natation si nécessaire pour les questions de sécurité ou autre. Même si les plaquettes, effectivement, ça peut amener, on va dire, des gens d'autres sports, à dire bah tiens, c'est peut-être moins difficile les plaquettes. En fait, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Ils dénaturent complètement la nage, ils risquent de se blesser. Enfin bref, c'est des fausses croyances. Donc voilà, petite remarque sur le matériel personnel. Je note, et puis Fergus, tu me diras si tu valides, mais nous, on y va surtout pour le finir, si on est accepté, si notre carte est acceptée. Donc, on pourrait peut-être se mettre ce défi supplémentaire, entre guillemets, d'y aller sans plaquette. Alors, je sais que Olivia a levé la main, et Jean-Marie, et Mathieu aussi. Juste peut-être pour finir sur les néos, je te redonne la parole, Mathieu, parce que j'ai cru comprendre que tu étais un peu frileux, donc tu vas pouvoir boucler là-dessus, puis après, je donnerai la parole à Olivia et à Jean-Marie. Alors en fait, je souhaitais plutôt réagir un peu à la remarque de Cédric, et c'est vrai que je le rejoins en partie sur l'évolution actuelle du swimrun avec vraiment des plaquettes qui sont de plus en plus grosses, des pool boys qui sont de plus en plus gros, et je trouve aussi que ça dénature un petit peu trop la natation. Alors peut-être que je serais pas aussi extrême que Cédric et que j'irai pas jusqu'à supprimer complètement les plaquettes. Je pense que ça permet quand même de rendre le sport un peu plus accessible à certains. Pareil pour le pool boy. Mais je trouve qu'on devrait trouver en fait une juste mesure dans tout ça, peut-être réduire un petit peu la taille maximale des plaquettes autorisées, parce que comme il le dit, les Suédois actuellement ils viennent sur les courses, franchement ils ont des plateaux de poubelle à la place des plaquettes, et en fait c'est plus de la natation, quoi, c'est juste un concours de force, surtout qu'avec les pool boys qui sont énormes, il y a tellement de flottaison que ouais, ça met plus en valeur les qualités de nageur. Donc je pense qu'il faudrait revenir à des pool boys qui sont un petit peu plus petits, réguler un petit peu là-dessus sur les tailles, et pareil sur les plaquettes, mettre des limites. Mais bon, après voilà, c'est nos propres avis, hein, encore une fois. Ça marche. Fergus, on va finir par y aller en maillot de bain, tu vas voir. Et juste quand même, parce que je t'avais donné la parole pour parler, Néo, toi, ton point de vue là-dessus, c'est quoi? Sur quel combi prendre pour Otio? Ouais, forcément, tu vas nous dire Arc. Je vais pas te mentir, Arc, ça reste ce qu'il y a de mieux quand même sur le marché. Après, il y a d'autres marques qui se sont vraiment améliorées et qui ont bien travaillé, notamment Orca et New Swimrun. Je pense que c'est un peu ce qui ressort actuellement comme étant les meilleurs combis avec un néoprène qui est vraiment souple. Mais bon, il y a d'autres choses qui existent, et c'est très bien. Après, moi, de mon côté, je suis vraiment frileux. Donc, pour le coup, tenter sans manche, c'est pas quelque chose que je ferais. Je trouve qu'avec la distance, les températures de l'eau qui aussi, selon les années, on va dire entre 11 et 16 degrés, il faut quand même être bien résistant au froid. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc moi, je partirais avec l'option shorty, les manches qui s'arrêtent à peu près au niveau du coude, et la possibilité de rajouter des manchettes qu'on peut facilement enlever ou retirer.
le bandeau néoprène et après avoir pour le top en dessous qu'on glisse sous la combinaison, soit un top en lycra si l'eau est plutôt bonne, soit un top thermique, à voir. Bon, cool. Personne n'a parlé des gants. Bon, on a parlé des plaquettes, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait avec des J'ai gants? déjà expérimenté les gants. Et alors? C'était à Uto en 2022. J'avais fait la course avec Eugénie. L'eau était à 7 degrés, réellement. C'était mi-mai en Suède, donc voilà, il faisait 10 degrés dehors avec beaucoup de vent. On avait choisi de mettre, moi j'avais mis 2 combis plus un top néoprène un peu épais. On avait une cagoule intégrale, on avait les gants. Et les gants, franchement, je les ai bazardés après quelques nattes. C'est comme nager avec des boulets au bout des plaquettes pour le coup. C'était absolument horrible. Eugénie, elle les avait gardés, mais elle était derrière. Donc, c'était certainement pas le même rendu, mais devant, c'était une catastrophe. Donc, franchement, je préfère avoir mal aux mains, avoir froid aux mains, et ça passe. Et à la limite, faut mieux mettre un petit bandeau sur l'avant-bras, enfin, voilà, du néoprène juste au niveau là où on prend le pouls en général. C'est une zone qui transmet beaucoup le froid, et si cette zone-là, elle est bien gardée au chaud, ça suffit. Super, merci. Olivia, et puis après Jean-Marie, je te repasse la parole. Moi, je vais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, étant donné que moi, je suis, comme Mathieu, hein, je suis assez frileuse. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines, je me suis entraînée avec Aline, Lara et Anouchka, et elles étaient sans manches, alors que l'eau, elle est à 13 degrés en ce moment, alors que moi, j'avais les manchons, le top néoprène sous ma combi, et voilà, j'avais pas froid, mais elles non plus, du coup, donc elles sont vraiment impressionnantes là-dessus. On est vraiment tous différents par rapport à la gestion du froid. D'autant plus que moi j'habite vraiment au bord de la mer, donc en ce moment elle est à 13 et je peux bien expérimenter tout le matériel. Alors moi j'ai fait pas mal de compétitions avec le froid, entre autres le Verdon, où l'année dernière l'eau était vraiment très très froide, et en Suède. Et pour rebondir un peu sur ce que Cédric et Mathieu ont dit, pour moi le bandeau de tête c'est vraiment l'outil indispensable quand on est un peu frileux. C'est-à-dire qu'on le met vraiment sur le front et sur les oreilles, et quand la tête est maintenue au chaud, pour moi, il y a beaucoup de choses qui, voilà, on peut bien tenir le froid. Et pour les combis, moi, je suis assez d'accord sur les combinaisons arc. Je sais que je suis comme Johan, je pense qu'on a beaucoup trop de combis dans la garde-robe. On a plus de combinaisons que de robes dans la garde-robe. Et arc, c'est vraiment, pour moi, c'est une liberté de mouvement vraiment au niveau des jambes et au niveau des bras. Et moi qui ne peux pas trop nager sans manche dans l'eau froide, je sais qu'au niveau des bras, pourtant j'ai quand même des épaules, la arc ne me dérange pas au niveau des épaules. Voilà, donc c'est ce que je vais conseiller, et un top néoprène en dessous. Alors moi j'ai le top arc et j'ai le top aide, et je trouve que le top aide par contre est plus chaud que le top néoprène arc. Voilà, ce que je peux dire sur le matériel. Super, merci. Christophe, je vois que tu prends beaucoup de notes. N'hésite pas aussi à lever la main si tu veux réagir. Jean-Marie, je te repasse la main, puis après Fergus, je reviens à toi. Ah, tu es en mute, Jean-Marie. Avec tous les mutes et tous les démutes, vous allez me faire un montage, mais un truc de malade. Merci. Je vais souligner un élément qui m'avait marqué il y a quelques années, et j'ai pas revu cette technique depuis. Et pourtant, c'est très logique, à savoir que j'avais vu à l'époque, en 2021, Pontus Lindberg, c'était un des champions du monde de swimrun avec un de ses une binôme que je ne me rappelle plus. En fait, il avait mis, ouais, c'est ça, il avait mis autour de son poignet du néoprène. Et c'est logique parce qu'en fait, je pensais que c'était pour pas plier le coude, plier le poignet quand il faisait du crawl, mais vu son niveau, c'était pas ça. Mais c'est vraiment contre le froid. Effectivement, quand on réfléchit bien, les veines qui sont apparentes sur le corps humain, il n'y a pas 36 000 endroits. Il y a les poignets, il y a les jugulaires, et puis il y a les chevilles. Et lui, il avait utilisé ça. Et j'ai pas revu ça ailleurs. Alors peut-être qu'il faudrait creuser un petit peu ça. Est-ce que si on couvre les poignets de néoprène, est-ce que on perd moins d'énergie, de chaleur? Donc c'est juste une remarque comme ça qui m'avait interpellé et que je n'ai jamais revu depuis. Eh ben, écoute, Voilà. on prend bonne note. Fergus, on va finir en maillot de bain avec Sans pull boy, sans plaquettes et avec les poignets protégés, on va être pas mal.
les poignets, les tempes, le cou et les chevilles, ça va être sympa. Moi, je veux la photo au départ. Bah, j'espère bien que tu seras là. Ah non, pas de 2025, tu l'as dit. Tu voulais réagir, Fergus, je crois, tu as levé la main. Oui, juste sur l'équipement. Donc, merci beaucoup pour les tips sur le type de combi et les marques. En revanche, je vous parlais d'avoir une sous-couche en néoprène. Quid du kangourou type arc sur lequel on a les poches pour mettre tous les gels et tout ça dont on pourra parler, mais c'est l'un et l'autre, la sous-couche, puis le kangourou arc, puis la combi, ou c'est quoi le conseil que vous avez? Non, ouais, c'est que l'un des deux. En fait, Arc a proposé un top kangourou en lycra où il y a les poches et un top kangourou en néoprène épais où il y a les poches. On le retrouve aussi d'autres marques comme Orca et Ed notamment qui font la même chose. Et franchement, c'est parfait, ça marche très bien. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de mettre deux tops néoprène l'un en dessous de l'autre quand l'eau est très froide. Et même l'année dernière, de mettre un top en lycra sous le top néoprène, ce qui m'avait permis en fait de descendre le top néoprène pendant que je courais en mettant mes réserves alimentaires dans le top en lycra sur le long run justement de 18 km à la fin. Parce que sinon, avec le top néoprène, même s'il ne fait pas très chaud dehors, on a vite fait de surchauffer. Moi, ça faisait partie des questions aussi justement sur comment est-ce qu'on trimballe avec nous la nourriture, l'hydratation, etc. Olivia, je crois que tu as levé la main. N'hésite pas si tu veux réagir sur l'un ou l'autre ou tous les sujets qu'on vient d'aborder. Non, en fait, c'est juste que j'avais oublié de baisser la main. Mais Okay. Mais tiens, tu as la parole, garde-la, puis après on passera peut-être aux autres filles. Comment est-ce que tu stockes ta nourriture, comment est-ce que tu t'hydrates aussi, etc. Bon, alors c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que en swimrun, l'hydratation, c'est un vrai souci, hein, parce que moi, je pars avec une flasque de 500 millilitres. Je crois que sur Otilo, j'avais 500 plus 250. Et voilà, on ravitaille là où on peut, mais on ne peut pas partir avec 1 litre, en fait. Donc, moi, je me sers beaucoup de mon top néoprène où il y a beaucoup de poches pour pouvoir stocker tout ça. Et puis, j'ai aussi donc ma poche arrière où je mets ma plus grosse flasque et j'ai aussi une petite ceinture à l'avant. Et ça, c'est pas mal, les petites ceintures de swimrun. Ça fait des petits filets où on peut mettre pas mal de barres, des gels. Je sais que sur quelques compètes aussi, j'avais des grandes chaussettes qui allaient jusqu'aux genoux et j'arrivais à mettre de la nourriture, des petites barres, des pâtes d'amandes, etc. Je mettais ça dedans. Donc, ouais, on stocke où on peut, mais on trouve de la place. Ouais. Super. Cédric, à ton époque, ton époque, évidemment en toute bienveillance, hein, mais il y a 10 ans, ça marchait comment? Là, c'est ce que disait Olivia, hein, c'est sommaire. Hein, tu mets là où tu peux, tu trouves une petite gâche, tu mets un petit gel, voilà, tu stockes un peu dans les endroits tu peux. Après, concrètement, en swimrun, tu pars pas avec grand-chose, hein, et tu comptes vraiment sur les ravitaux. Et je crois que Otilo, c'est quand même plutôt, enfin, les souvenirs que j'en ai, hein, mais bon, après, ça a pu changer. Mais c'était plutôt bien fait. Hein, ils avaient, ouais, il y en a quand même assez souvent. Il y avait vraiment de tout. C'était de qualité. Et ouais, non, c'est bien. Et généralement, sur les swimruns, ils soignent un petit peu plus, je pense, les ravitaux, justement, parce qu'il y a ce sujet-là que ouais, on peut pas partir avec des tas de choses comme on peut le faire sur un vélo ou une sacoche, des choses comme ça, quoi. Ok. Julia, tu as levé la main. Vas-y. Alors, moi, je trouve que justement, en swimrun, il faut plutôt être autonome. Nous, quand on est parti sur Otilo, c'était difficile de fermer la combi, hein, tellement on avait rempli le débardeur en néoprène, enceinte de 4 mois, quoi, 6 mois, je sais pas. Donc après, nous, c'était beaucoup des gels avec la ligne. Moi, je sais que marcher en courant, c'est compliqué, les gels. Et puis après, pour l'hydrate, moi, par contre, je bois l'eau, hein, la Baltique, je bois partout, sauf quand c'est vraiment très salé. Hein. Mais je veux dire, sinon, lac, Otilo, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, on n'en est pas encore là. Hein. Franchement, Fergus, l'eau de mer, ça tente? Ah ouais, mais elle n'est pas beaucoup salée. Hein. La Baltique, c'est très peu salé. Hein. Ah, moi, je sais que ça ne m'a pas dérangé. Il y a les électrolytes comme ça, un petit peu, sels C'est ça. minéraux, tout ça.
Tiens, d'ailleurs, on est sur l'eau de mer. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu le mal de mer pendant les compétitions, que ce soit au Tilleux ou autre? Non? Bon. C'est un autre Cédric, il n'est pas là. Ah. Ah, Dina. Bon. Eh bien, vous avez de la chance. J'ai découvert que j'avais le mal de mer pendant les courses. Et donc, heureusement, on a trouvé avec Christophe un centre, le seul centre au monde qui traite le mal de mer. Ça se passe en France. Et donc, c'est à Brest. Et en fait, c'est l'hôpital militaire de Brest qui a un protocole sur 10 jours où ils font pas mal de tests donc, physio. Et ensuite, ils te mettent avec un casque de verre qui te montre des vagues dans plein de situations. Et tu es sur un siège harnaché qui est fixé à un treuil. Et donc, tu montes entre 50 cm et 1,50 m avec le casque vert sur les vagues. Et le but, c'est de te faire passer le mal de mer. Donc, ça marche pour les marins, ça marche pour tout le monde. Et donc, eh bien, je suis en plein dans ce protocole pour pouvoir être au top pour les prochaines compétitions de l'été. Bon, et du coup, après le premier séjour de 5 jours, enfin le premier stage de 5 jours, ça dit quoi? En tout cas, c'est très compliqué, mais c'est que ça fait partie de l'entraînement. C'est dur pour pouvoir être mieux pendant les compétitions. Personne n'a eu le mal de mer, vous avez dit. Est-ce que, justement, en termes de conditions, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, ça on s'y attend, c'est en Suède, mais est-ce que ça bouge beaucoup ou pas, l'eau? Johan, tu lèves la main? Faut que tu enlèves le mute par contre. Voilà. Ouais, j'ai plus de caméra parce que j'ai eu un problème de batterie avec mon ordi. Moi, pour ma part, c'est pas tant le mal de mer que j'ai eu, mais le passage position allongée à position verticale. En fait, l'enchaînement, justement, des transitions, natation, course à pied, il y a quand même toujours une période d'adaptation. C'est pas forcément du mal de mer, mais il y a toujours un moment, surtout avec le froid et la fatigue, au bout d'un moment, on a un peu du mal, je trouve, à retrouver l'équilibre facilement, surtout qu'en Suède, il y a certaines sorties d'eau où vraiment on n'est pas sur un petit sentier, quoi. Faut grimper, faut se retrouver. Alors, on a un peu les plaquettes aux mains, faut s'accrocher sur les rochers. Enfin, c'est quand même tout un exercice. C'est pas mal à travailler en amont. Moi, je sais que quand je faisais de mes entraînements swimrun cet été avant, j'avais une jolie plage hyper longue pour sortir. Je sortais sur la seule digue de rochers pour un peu travailler ce truc de prendre appui sur des rochers, trouver son équilibre, parce que sans que ce soit le mal de mer, ça joue quand même pas mal, surtout après la peak swim là, de 1000 et quelques mètres. C'est pas mal de trouver son équilibre parce qu'il y a des blessures qui peuvent facilement arriver comme ça. Et du coup, je pense que c'est un bon truc à travailler, quoi. Ça marche. Tiens, une question qui me vient qu'on n'avait pas posée. Est-ce qu'il y a des bébêtes aussi dans l'eau ou sur Terre? Moi qui ai plutôt peur de ça, il faut que je m'y prépare avant. Il y a des phoques, mais après, c'est tout ce que j'ai vu. Ouais, il y a des phoques. C'est Tom Rallit qui avait croisé un phoque sur la peak swim, qui est la longue natation en plein milieu du parcours. Et il était vraiment juste à côté. Donc, j'espère que vous ne craignez pas. Moi, je pensais plutôt aux petites bébêtes, celles qu'on ne voit pas forcément et puis on s'en rend compte après, notamment dans la combi ou autre. Mais non, s'il n'y en a pas, ça va, ça me rassure. Olivia, tu voulais réagir peut-être? Non, en fait, à Haut-Tilleux, moi, cette année, j'ai vu des méduses. Enfin, j'ai vu quelques méduses, mais elles piquent pas, hein, contrairement à celles qu'on peut avoir là dans le sud de la France qui font très mal. Mais voilà, faut pas être étonné d'en voir et pas avoir peur de les croiser. Elles piquent pas. Ok, super. Une nouvelle personne est arrivée. J'ai pas noté ton nom. Je te laisse peut-être te présenter. Du coup, on a commencé, hein, j'avoue. T'es en mute. T'es en mute. Il faut que faut que tu mettes le micro parce qu'on t'entend pas. Oui, allô? Voilà. Oui, ça y est. Oui, désolé, j'ai complètement loupé qu'il y avait la visio. Désolée. C'est pas grave, t'inquiète pas. Du coup, je te laisse te présenter. Écoutez, je suis Lorraine de la communauté Swimrunity, de toutes les communautés, puisque on est une grande communauté en France. Et voilà, j'habite à Monaco et on a fait le championnat du monde avec Olivia qui était en train de parler, je crois. Coucou Olive! Mais vous êtes deux en plus, c'est excellent. Oui, il y a mon fils aussi, qui va pas tarder d'aller se coucher d'ailleurs. Le futur champion du monde. Et voilà, donc je fais du swimrun depuis 6-7 ans déjà. Et je connais Aline, je connais Mathieu, je connais Julia. Et après, Fergus, je connais pas. Et Christophe, c'est ça non plus.
Bon. C'est ça. Bon, écoute, on pourra refaire les présentations rapidement. Je couperai au montage. Mais donc voilà, tu as Fergus que tu as nommé qui est mon potentiel binôme si on arrive enfin à avoir notre wildcard pour Otilo. Christophe Yamas qui est notre entraîneur à tous les deux, qui est ancien numéro 1 mondial de DK Ironman. Et puis après, tous les autres, tu connais, hein, Olivia évidemment, Cédric Fleurton, Jean-Marie Gay, les Ah oui, dinosaures. Jean-Marie aussi, mais je ne les vois pas. Sur téléphone, tu les vois peut-être pas tous. Ah Mais, ouais. Pardon, je cite les mots pas de vu, je te vois pas. et puis Mathieu, Aline. Ah oui, Joanne aussi, je la connais. Joanne, ouais. Écoute, bienvenue. On continue peut-être à dérouler quelques questions. Pour rester sur le matos, Fergus, tu avais noté une première question, c'était sur les brûlures et les frottements. On a pas mal parlé du néo, on a parlé des manchons, on a parlé des bandeaux, etc. Comment se prémunir des éventuelles brûlures? Parce qu'il y a quand même un petit peu de course à pied et un petit peu de natation. Vas-y, finis ton truc, Mougou. Je sais pas, qu'est-ce qui veut prendre la parole? Toi, nous, on veut prendre la parole. Non, ouais, vas-y. Johan, vas-y, je t'en prie. La colle, Mathieu. Lorraine, je te laisse peut-être te mettre en mute, comme ça on évite. Ah, pardon. Vas-y. Vas-y, Johan. Faut que tu enlèves le mute, par contre. Ouais, pour ma part, du coup, j'ai la vaseline, quoi. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Vraiment, sur toutes les zones. Après, à l'entraînement, de toute façon, si vous faites des longs swimruns et des longues sorties, vous allez vite vous rendre compte de où ça frotte. Et du coup, le conseil, c'est de mettre le max de vaseline sur les zones. Ça va être typiquement le cou. Le bas du bonnet, c'est une zone qu'on oublie souvent, mais en fait, quand on lève la tête pour prendre un peu les caps, en fait, il y a souvent des frottements aussi au niveau du bas du bonnet qui irritent pas mal, sous les aisselles, parce que quand on tourne les bras et tous les contours, en fait, toutes les zones où ça peut frotter, faut vraiment mettre la dose et quitte à en mettre trop, en fait, juste pas en mettre sur les doigts ni dans les lunettes, parce que après c'est vraiment un carnage et d'expérience, c'est pas terrible. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment le truc qui marche le mieux, quoi. Graisse à traire, même tout ce qui est un peu graisse à traire, truc au monoeil, tous ces trucs-là, ça marche bien. Et même sur 10 heures de course, vous faites comment? Vous en ramenez encore un petit peu avec vous, avec, j'imagine, la difficulté de justement pas en mettre sur les doigts et sur les lunettes, ou vous tartinez bien avant de partir? Moi, personnellement, je tartine bien avant de partir, quoi. Jamais je prends un tube de vaseline avec moi parce que t'as pas vraiment le temps. Puis après, du coup, tu as les mains qui vont être grasses C'est ça. pour les nettoyer, les essuyer. C'est vraiment une charge que tu te rajoutes que je pense pas utile, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui font autrement. Moi, pour ma part, je mets juste la tartine et ça suffit, quoi. Ok. Aline, tu voulais intervenir? Alors moi j'ai la même technique, hein, vaseline, les petits sticks pour graisser, mais j'ai jamais fini une course sans avoir des brûlures de partout, hein. Pour être très honnête, pour vous préparer à ce qui vous attend, ça dépend, je pense, de la peau. Moi, j'ai une peau qui marque énormément et il n'y a pas une course où j'ai pas fini avec des brûlures partout. Mais en fait, tant qu'on court, on n'y pense pas. Et on s'en rend compte quand c'est fini, quand on va à la douche. Mais voilà, on oublie vite après ça. Ouais, puis après, on demande à nos conjoints ou nos conjointes de venir nous masser un petit peu, mettre de la crème. C'est le côté plus. C'est sympa, c'est la bonne excuse comme ça. Christophe, t'as parlé, moi. Vas-y, pardon. Non, le coup des lunettes, typiquement sur les courses, que j'enlevais le bonnet, dans le canne, c'est chaud, je dirais le bonnet, j'enlevais les lunettes, et les lunettes autour du cou qui au bout de X heures frottent. Vous faites quoi? Vous les gardez sur la tête, vous les enlevez? Quid du bonnet des lunettes, donc? Alors, le bonnet, on l'enlève pour pas surchauffer, surtout quand il y a des longues sections de course à pied. Sur des sections courtes, on va avoir tendance à le garder. Et les lunettes, pour éviter la buée et éviter de les perdre sur toutes les manipulations, souvent on les baisse et on les met autour du cou. Franchement, c'est ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'à maintenant. Ouais, ce que j'avais fait, mais c'est là où je m'étais le plus brûlé sur toute la course, plus que autre part. Du coup, il n'y a pas des pareil vaseline aussi, où j'ai vu des mecs qui mettaient des straps, non? Les straps, ça peut marcher, mais franchement, la vaseline, en général, ça fait l'affaire. À Otilo, comme disait Julia, l'eau, elle n'est pas ultra salée. Donc, les irritations ne sont pas trop importantes par rapport à une course comme Cannes, par exemple, où là, par contre, ça peut gêner un peu. Okay. Tiens, sur les lunettes, d'ailleurs, vous êtes plutôt lunettes, masque, suédoise. Vous privilégiez quoi? Surtout pour les nageuses, suédoise, pas suédoise, non? Moi, je mets pas de suédoise, non, parce que je trouve que la visibilité est pas forcément bonne. Sur les suédoises, c'est vraiment petit. Du coup, moi, j'opte pour des lunettes un peu plus grosses, celles que j'utilisais typiquement en eau libre. Après, les masques, moi, je trouve ça trop gros.
et pas forcément pratique parce que quand tu les mets sur la tête, c'est quand même volumineux. Tu les mets autour du cou, c'est galère pour courir, respirer. Donc, c'est un peu un compromis de lunettes un peu classique, quoi. Et pour en revenir à ce que disait Fergus, tout ce qui est strap, il y en a pas mal qui ont essayé, mais le gros problème, c'est que souvent, ça se décolle avec l'eau, ça va se rouler et limite, en fait, ça va créer encore plus d'irritation que sans rien du tout. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens à qui c'est arrivé. Ça peut marcher sur certaines distances, mais franchement, sur un Nautilo, je pense que je me demande si c'est pas plutôt un risque et une galère à gérer dans toute la course, quoi. Ok, merci. Olivia, tu levais la main? Oui, alors en fait, pour en revenir aux lunettes, il faut savoir qu'il y a des lunettes qui sont profilées vraiment pour la piscine, en fait. Les suédoises, par exemple, où ça permet de voir, c'est très petit. Mais dès lors qu'on va nager en eau libre, il faut quelque chose d'un petit peu plus grand pour pouvoir voir un peu plus sur les côtés. Il y a aussi des lunettes qui sont plutôt transparentes dès lors que le temps est gris, et des lunettes chromées quand il y a du soleil. Voilà, la petite anecdote, c'est que j'ai une amie qui m'avait offert des super lunettes chromées pour partir à Autilleux. Et en fait, comme il a fait très moche, j'ai pas pu les mettre parce qu'il fallait mettre des lunettes plutôt claires de manière à avoir une bonne visibilité dans l'eau. Voilà, donc il vaut mieux partir avec plusieurs types de lunettes et voir en fonction de l'ensoleillement. Ça marche. Aline, tu as levé la main aussi? Ouais, pour revenir sur les lunettes, là pour le coup, Zogs, ils ont des lunettes polarisées. Et du coup, en fait, ça s'adapte assez bien, peu importe la météo. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et pareil, elles sont un petit peu grandes. Et puis avec un peu de caoutchouc, ça évite si on prend un coup dedans de se faire mal. Et puis très confortable et vraiment, vraiment bien. Ça marche. Pour boucler sur le matériel, même s'il y aura encore certainement beaucoup de choses à dire, il y a le fameux sujet de la longe, parce que swimrun est un sport demi-dôme, parce que ça fait partie de la tradition de s'accrocher entre nous. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que vous avez des recos sur le matos, sur les longes? Est-ce qu'il y a des longes, est-ce qu'il y a des fabricants de longes? Est-ce qu'on va chez Brico quelque chose acheter n'importe quel morceau de corde et en essayant de respecter la distance qui est prescrite par l'organisation? Est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas? Enfin, je sais pas. Qui veut prendre la parole? Jean-Marie, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui, moi je pense que c'est un très très bon instrument parce qu'il symbolise un petit peu l'esprit d'équipe, évidemment. La plupart des gens en mettent, bien que certains n'en mettent pas, mais parce que c'est leur choix. S'il y a une chose qu'il faut vraiment, vraiment réussir, c'est à trouver la bonne distance de corde. Si vous foirez là-dessus, vous êtes trop loin, vous perdez vraiment du temps, vous êtes trop près, c'est l'enfer, vous n'arrêtez pas de taper dans les pieds du copain. Mais quand on sait bien s'en servir, dans l'eau, c'est vraiment, vraiment génial. Après, par contre, pour la course à pied, c'est vraiment différent. Il y a des gens qui la laissent, il y a des gens qui l'enlèvent. Je pense que c'est très différent en fonction des personnalités. Moi, je pense que c'est un magnifique instrument pour s'entraider. Après, ceux qui ont le même niveau en natation, ils n'ont pas forcément besoin de mettre de longe, hein. Puis ils se mettent dans les pieds et puis ils se reposent et après ils changent. Et quand il y a une différence de niveau, là, ça devient assez indispensable. Et concernant les marques, moi, je pense qu'on peut fabriquer sa propre longe, mais il faut que ce soit d'une couleur assez claire pour qu'on puisse, enfin flashy, pour qu'on puisse bien la voir et qu'on puisse apprendre à un petit peu nager les bras écartés pour pas se prendre la longe si on a tendance à croiser les mains devant soi quand on fait du crawl. Bon, c'est un peu général, mais voilà, c'est un peu mon sentiment. Qu'est-ce qui c'est autre chose? Juste sur le point de règlement, la distance en natation et en course à pied n'est pas la même avec la longe. Comment on fait pour gérer ça? Je sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole. Sinon, Jean-Marie, tu peux la garder, hein.
Les longes, elles sont pas très longues, donc la distance, de toute façon, elle sera respectée. Si on met la longe, c'est pas un souci. Après, si on se délonge, effectivement, en natation, il faut faire attention, être prudent, surtout quand il y a des vagues, plein d'équipes sur le départ au îlot, par exemple. Si vous n'avez pas la longe et que vous ne suivez pas, là, effectivement, la première natation, la distance, elle risque de pas être respectée. Après, je suis pas sûre qu'il titille tant que vous attendez à la première sortie d'eau. Voilà. Ça marche. On a fait le tour sur la partie, sur pas mal de sujets. Sur peut-être une question d'ordre assez général. Toutes et tous qui avaient déjà bien vécu ces expériences, quelles sont les erreurs de gestion de course que vous avez déjà vues, des anecdotes? Mathieu, en plus, et Jean-Marie, avec vos 2 médias respectifs, vous avez dû en voir et en entendre certaines. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des anecdotes à nous partager pour qu'on évite de faire les mêmes erreurs? Et vous n'êtes pas obligé de dire que c'est vous, hein, ça peut être un cousin ou un voisin ou un ami, hein. Vous avez le droit au joker. Moi, j'ai une anecdote de personnes bien connues dans le milieu du swimrun. Donc, si jamais vous ne mettez pas la corde, essayez de ne pas vous perdre sur la première natation. Petite dédicace à Pierre Massonneau et Fabien Besançon, vu que Fabien était sorti de l'eau de la toute première natte en tête, en fait, et il pensait que Pierre était parti devant. Donc, non, c'est l'inverse, c'est Pierre qui était parti devant, en fait, et qui avait couru et qui s'était retrouvé à la sortie de la deuxième natation sans son coéquipier. Et, en fait, il y a un pointage et à cet endroit-là, ils lui ont dit « Mais non, mais il faut s'arrêter, votre coéquipier, il est derrière, quoi. » Voilà, ça, c'est peut-être quelque chose à ne pas reproduire si jamais vous tentez sans la longe. Ça va, bon. Donc, à poil, avec des manchons aux extrémités qui prennent le froid et avec une corde. Fergus, ça te va comme plan? Je pense qu'on est au top. Tu disais, Jean-Marie? Oui, je disais qu'il y avait une erreur qui était assez commune pour les débutants, c'est de ne pas dézipper sa combinaison quand il est en course à pied, parce qu'il dit bon, moi, c'est dans pas longtemps, je garde la combinaison, et en fait, rien que surchauffer pendant 10-15 minutes, ben, c'est de l'eau en fait que tu récupères pas après. En fait, même si tu bois après, le temps que tu la bois, le temps que ça arrive dans l'organisme, t'as pas le temps de refaire le plein. Donc vraiment la thermorégulation, hyper important, faut pas surchauffer. Vraiment, ça c'est une chose. Moi, j'ai appris à mes dépens et j'ai voulu économiser un petit peu. Ouais, j'ai pas envie de déziper et reziper. Ah, c'était une erreur. Et après, au final, moi, j'ai beaucoup souffert de la soif parce que quand on est on se passe du chaud, du froid, etc. Moi, ma sensation de soif, elle était pas très bien réglée. Et j'avais pas soif, mais en fait, j'étais super déshydraté, quoi. Donc ça, c'est un point important à savoir que les sensations de soif, pour moi, en swimrun, elles sont un peu perturbées par les différentes températures. Alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais des fois, on oublie de boire. C'est bien noté. Les filles, vous avez levé la main. Je ne sais plus dans quel ordre, mais je crois Johanna déjà, Joanne, pardon, depuis quelques temps. Et puis après, Olivia et Lorraine. Ouais, moi, c'était juste pour revenir sur la longe, où moi, j'ai un peu fait l'erreur cette année, parce qu'il y a quand même des îles qui sont techniques, où en fait, je courais derrière et on est resté longé tout le long. Et je trouve que c'est un peu compliqué selon les portions. Enfin, je trouve que c'est important de vraiment se dire à certains endroits, on se délonge, chacun prend ses appuis où il veut, parce qu'en fait, quand on est derrière, il y a plein d'endroits où en fait, on saute des rochers, on monte un truc. Et quand on est devant, c'est pratique parce qu'on a ses appuis. Mais quand on est derrière, on a justement la tension de la longe qui joue vachement, qui nous tire vers l'avant et qui fait qu'en fait, nos appuis sont pas aussi solides. Des chevilles, là-bas, on peut s'en faire à peu près tous les 100 mètres. Donc, je pense qu'il y a vraiment, moi, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est de pas me délonger. Et je pense que ça apporte un peu de sérénité sur ce côté-là. Et le deuxième point, c'est vraiment l'alimentation, où en fait, les premières îles sont hyper techniques. Et du coup, on n'a pas envie de manger. Franchement, on regarde nos pieds tout le long. Bon, en plus, l'année dernière, les conditions étaient difficiles, mais on regarde vraiment nos pieds tout le temps et on pense pas à manger. Et c'est hyper important, en fait, de se dire, par exemple, toutes les demi-heures, il faut au moins que je prenne quelque chose, même si on respecte pas à la minute près le timing. C'est hyper important parce que sinon, on attend, puis on arrive sur la 3e île. Ça fait déjà à peu près, je sais pas combien de temps qu'on court, mais j'ai déjà dépensé pas mal d'énergie. Et si on n'a pas renfloué, en fait, 1 heure après,
on va se prendre vraiment le contre-coup de ce manque d'alimentation. Et un peu comme disait Jean-Marie, pour moi, l'hydratation et l'alimentation, c'est vraiment un combo complet qui est hyper important sur cette course. Parce que si on attend d'avoir faim pour manger, waouh, on va subir pendant un bon bout de temps. Il faut être quand même lucide pas mal sur cette course, quoi. Ouais, c'est clair qu'on ne part pas pour une course de 2 heures, quoi. On part sur 8, 9, 10 heures. Donc forcément, si au bout de 2 heures, tu as déjà oublié de t'alimenter, ça risque d'être compliqué. Olivia, tu voulais réagir aussi? Moi, voilà, je voulais parler de la longe. Peut-être que Lorraine aussi voulait raconter la petite anecdote. Je pense qu'on pense à la même chose. En fait, nous, on est très raccord en natation et en course à pied. Et on a passé 11h30 à Autilleux en étant longé tout le long. On n'a pas du tout décroché la longe de tout le parcours. En revanche, après Autilleux, donc on a fait Cannes. Et ça, c'était certainement la course de trop où on a fait vraiment l'erreur du débutant. C'est-à-dire qu'au tout début, sur les îles, on sort de l'eau et là, en fait, on ne se rend pas compte, mais on décroche toutes les deux la longe en même temps et puis on part en courant, en fait. Et au moment de se relonger lors de la prochaine natation, elle me dit, bah, donne-moi la longe. Et je lui dis, mais c'est pas moi qui l'ai, c'est toi. Et ça, c'est vraiment une erreur de débutant, et alors qu'on ne l'est pas, quoi. Et il faut vraiment se dire, si on décroche, il faut toujours que ce soit le même, en fait, qui décroche la longe, parce que ça, c'est vraiment. Après, on a complètement foiré la course parce qu'on était trop perturbés de ne plus avoir de longe. Donc ça, c'est vraiment un détail très important, savoir qui doit détacher la longe si c'est le cas. Bon, on y reviendra, pas forcément sur l'histoire de la longe, décrocher ou décrocher, mais notamment sur la partie préparation mentale, communication, et notamment pour rebondir sur le dernier épisode de l'Instant Swimrun. Lorraine, tu voulais prendre la parole aussi? Faut que tu enlèves le Ouais, mot. c'est bon, j'ai trouvé. En fait, ouais, on est vachement connecté avec Olivia parce que j'allais vous parler de la même chose. Sauf qu'en fait, ce qu'Olivia ne dit pas, c'est qu'en fait, on avait oublié la longe la veille de la course. Donc, on a acheté une longe vite fait chez Arc pour pas faire de pub. Et du coup, elle n'était pas du tout bien réglée. Et voilà, on est mal parti. Et aussi, pour répondre à ta question, toujours bien vérifier son matériel avant parce que, en plus de l'incident de la longe, j'ai perdu l'élastique de mon pool boy sur la traversée de 2000 là, entre les îles. Et en fait, le swimrun, c'est vraiment un truc où il faut improviser aussi parfois. Donc, avoir une aptitude à l'improvisation, très importante. Je pense que c'est clair. Pour répondre, Mathieu, à la question que tu as posée, je ferai du montage. Je ne pense pas que ni Cédric ni Lorraine enregistrent, mais moi, j'enregistre aussi de mon côté. Donc, il y aura des pistes qui ne seront pas topissimes, mais j'essaierai de faire au mieux pour tout le monde. Merci, Lorraine. Et Cédric, tu voulais réagir aussi? Ouais, ben, un petit mot sur la longe. En effet, moi, je pense que c'est indispensable, même si vous partez dans l'idée de pas la mettre. Dites-vous qu'il y a de très grandes chances que vous la mettiez. Voilà, et je suis assez partisan de ce que vient de dire juste avant moi. J'ai zappé le prénom, je suis désolé. Effectivement, il faut partir en tête, se dire que en fait, ça va jamais se passer comme prévu, quoi. Donc voilà. Mais là, j'anticipe peut-être un petit peu le déroulé, mais dans la préparation, toujours se dire que en effet. Tiens, bah toi tu cours mieux, c'est toi qui fais les courses, c'est toi qui fais les nattes, etc. Mais au final, entre les coups de moins bien, les petites hippos, les petites blessures, etc. Généralement, ça se passe jamais comme prévu. Et Johan a dit quelque chose de très juste sur le fait d'enlever la longe dans les parties techniques. Parce que généralement, bah, celui qui est devant, il va tirer fort, et puis celui qui est derrière, il va avoir tendance à freiner, et plus il va tirer, plus il va freiner, et en fin de compte, chacun va perdre beaucoup d'énergie pour rien. Donc, que ce soit dans les descentes ou les parties techniques, je pense qu'il faut pas hésiter à se parler et se décrocher. Et en effet, c'est toujours, enfin, dans la mesure du possible, toujours pareil, celui qui attache, qui détache, voilà, que ce soit le même. Voilà, petit détail. Merci. Pour vous aider. Quand Johan et toi vous en parliez, moi j'avais la vision de quand on remorque une voiture d'un copain ou d'un proche qui est resté en panne. C'est vrai que si on a une corde ou un élastique pour remonter et pas une barre, souvent la voiture qui est derrière, quand elle prend le coup d'accélération de la voiture devant, ça fait tout bizarre. Donc j'imagine très bien en swimrun, surtout sur une partie technique. On a la chance d'avoir quand même quelques binômes dans le groupe. Selon vous, binôme, je veux dire,
de ceux qui sont présents là. Donc, on a Olivia et Lorraine, Julia et Aline ou Joanne, je ne sais plus, je suis perdu, désolé. Selon vous, quel est le secret du binôme réussi, enfin de la course réussie en binôme? Puis après, je poserai la même question, peut-être en individuel. Vas-y, Lorraine. J'ai enlevé mon micro là. Ouais, Oui. c'est bon, là on t'entend. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est surtout l'amour pour son binôme. Alors, ça peut paraître très chevaleresque ce que je suis en train de dire, mais il faut vraiment avoir une complicité, de l'amitié, et bon, après, un niveau quand même assez équivalent. Mais c'est vrai qu'il faudrait beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre. Et je pense que c'est la clé d'un binôme réussi, voilà. Merci. Olivia, peut-être, pour compléter? Non, en fait, je lance l'enregistrement. En fait, avec Lorraine, on n'habite pas très loin. On est à 2 heures de route. Et c'est vrai que pendant la prépa au Tilleux, on communiquait beaucoup, mais surtout, on essayait de faire des week-ends de choc ensemble. On s'entraînait beaucoup, aussi bien en natation qu'en course à pied ou en swimrun. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir s'entraîner et se préparer ensemble pour le jour J. Ça, c'est vraiment important. Super, nous en plus on a un point de retour, on a un point de rencontre, hein. On fait un triangle entre Fergus, Christophe et moi. Donc voilà, on se retrouvera tous chez Christophe. On n'est pas loin de chez vous les filles. Il est à Aix-en-Provence, donc comme ça on pourra peut-être en profiter aussi encore plus pour prendre votre expérience. Julia, tu voulais réagir aussi? Je dirais qu'il faut aussi un même objectif. Il faut être clair dès le début, savoir ce qu'on veut. Et après, comme disait Olivier, effectivement, se retrouver le plus souvent possible. Adapter la longe, savoir à quel moment on met le pull boy, pas oublier de le mettre à l'entrée d'eau, se parler. Moi, je sais qu'on avait un petit peu des petits rituels comme ça. On disait attention, dans 500 mètres, on rentre dans l'eau. Et hop, on avait déjà bonnet, lunettes, pull boy, c'était des petits. Et plus on le fait, et après, ça devient un petit peu machinal, on n'a plus besoin de penser, quoi. Bon, on oublie quand même de temps en temps de fermer la combi. Je rentre dans l'eau, je fais 3 coups de bras, je m'arrête, je regarde Aline, elle me regarde sous l'eau, je la regarde, et on rigole parce qu'elle sait que j'ai oublié de fermer la combi, mais il y a des petites anecdotes qui vont rester, mais la communication est très, très importante, effectivement. Et puis l'entraide, quoi. J'imagine. Là-dessus, justement, Mathieu, je voulais rebondir aussi, en profiter pour rebondir sur le dernier épisode de l'Instant Swimrun. Alors, je te le rappelle, hein, celui que tu as publié, en tout cas, c'est justement le 3e épisode de la préparation mentale. Vous parlez pas mal de la communication, justement, dans le binôme, même les choses qu'on a l'impression qu'elles sont évidentes, même les choses, les espèces de non-dits, parfois ça peut foirer une course ou ça peut foirer une participation. Toi, de ton expérience, en plus, tu as couru avec Hugo, bon, pas de chance, il n'est pas là, donc vas-y, tu peux balancer tout ce que tu veux sur lui, il n'est pas là. Hugo, on t'adore. Donc voilà, je sais pas si tu peux nous faire aussi un petit retour d'expérience là-dessus, du haut des échanges que tu as déjà eu dans le podcast et puis des binômes que tu as déjà eu. Moi, j'aime bien parler, donc ça va, je communique pas mal. Non, en vrai, c'est vrai que c'est pas simple et c'est important de ne pas hésiter à dire ce qu'on ressent, à la fois quand on est bien et quand on est mal. Et pour le coup, avec Hugo, on a eu des périodes où c'était à l'époque assez difficile de communiquer quand on était dans des états de forme un petit peu différents. Et c'est vrai que derrière, ça peut engendrer des tensions et comme tu dis, des non-dits qui font que derrière, en fait, ça s'accumule. Et quand ça explose, c'est jamais une bonne chose. Donc c'est vrai que depuis notre expérience où parfois on a eu des moments difficiles, même si on a aussi beaucoup de bons moments, j'essaye de toujours être très très communicant avec mon binôme. Mais c'est important de poser les choses déjà en avance, de savoir qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire. Des fois, il y a des choses, on va dire, tu vois, on en parlait dans l'épisode justement. Il y en a un, il va dire, mais si t'es bien, je veux pas trop le savoir, quoi. Enfin, me dis pas, sinon ça va me mettre un coup derrière la tête. Et dans ce cas-là, voilà, on trouve d'autres choses. Mais finalement, voilà, si vous prenez le truc correctement, vous discutez, vous plaisantez, et puis vous communiquez bien sur vos états de forme, ça se passera bien. Tiens, petite question, notamment, je crois que c'est Alice Aline, tu parlais des week-end shocks. Est-ce que c'est aussi l'occasion de tester ces moments-là, c'est-à-dire un moment, je sais pas, on se met dans le dur, mais même sur une petite course à pied ou une petite natation, tous les deux, pour voir comment on réagit dans un moment de. Mathieu, t'as l'air cool. Merci.
Excusez-moi, je suis désolée, il m'a pris le Non, téléphone, t'inquiète, pardon. t'inquiète. Alors, on est entre nous, il faut le dire, pour ceux qui nous écoutent, il est déjà presque 22h30. Je vous avais promis 22h30, donc s'il y en a qui veulent aller se coucher ou coucher les enfants, n'hésitez pas. Et puis au pire, on finira, Fergus, Christophe et moi, en se posant les dernières questions. Et on débrief. Mathieu, t'as l'air cool. Bon. Mais quelle star ce Mathieu, c'est beau. Qu'est-ce que Non, j'ai mais il me fait? disait que ça lui allait bien la barbe. Alors je dis non, bon, on va peut-être pas le dire devant tout le monde. On parlait d'amour tout à l'heure. Voilà, Mathieu, tu as le droit à beaucoup d'amour. En tout cas, je suis vraiment navrée. Je dois vous quitter parce que là, mon fils, il ne veut pas aller au lit. Merci. Et c'est Merci. l'heure. Je suis navrée. Je suis contente de vous avoir vu pour certains. Bah, merci à toi d'avoir été là. Sur une compète prochainement, voilà. Ou Merci. en entraînement, Aline, c'était sympa de te voir la dernière fois. Bonne Et soirée, bisous, bonne ma nuit. Myriam, je t'aime. Bisous. Ciao. Salut. Aline, tu voulais. Ouais, je t'avais donné la parole. Alors, moi, j'ai pas parlé des week-end shots, mais c'est vrai que on en a fait un récemment, là, justement, avec Olivia. Alors, avec Julia, on essayait de se retrouver dès qu'on pouvait. On n'habitait pas très, très loin, mais pas non plus très proche. Mais on faisait beaucoup de courses. Alors, comme on pouvait pas faire pas beaucoup de week-ends, on faisait beaucoup de courses parce que quand on a commencé à faire les courses ensemble, on se connaissait d'il y a très longtemps. Mais voilà, on n'avait pas toutes les bonnes habitudes, donc il n'y avait rien de tel que de se mettre en situation pour savoir en fait aussi sans parler, on était capable de savoir du coup dans quel état était l'autre par rapport à la respiration, justement parce qu'on parlait pas quand c'était pas bon signe, quand il y en avait une qui arrêtait de parler, c'était vraiment pas bon signe. Et voilà, on savait exactement ce qui agaçait l'autre, on savait, voilà, c'était vraiment important de partager un maximum d'entraînement et de courses ensemble pour justement se connaître les moindres petites habitudes et moindres petites réactions de l'autre. Et là-dessus, on était vraiment pas mal à la fin. Je pense que on se connaissait vraiment par cœur. Moi, je savais derrière si elle était, quand elle respirait, je savais où elle en était exactement. Quand je gémissais surtout, ouais. C'est ça. J'ai pas osé, mais oui, voilà. C'était ça. Allez, dernier petit mot peut-être à Jean-Marie parce que tu dois nous laisser. Mais vas-y, je te laisse juste boucler de ton côté et puis je te remercie encore d'avoir été présent. Merci à tous et à la prochaine. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie, salut. Ciao, ciao. Oui. Christophe, tu voulais intervenir? Alors oui, moi j'ai une petite question là. Donc, est-ce qu'il y a une clé particulière pour bien répartir l'effort dans un tel swimrun longue distance sans exploser à la fin de la course? Est-ce qu'avec le recul, vous avez vraiment une petite clé, un petit truc important qu'il faudrait qu'on fasse ou qu'on mette en place pour ne pas exploser en fin de course? Autant pour les pratiquantes et les pratiquants que pour ceux qui entraînent, hein, Mathieu, Cédric. Je crois que tu t'entraînes aussi un peu, Cédric. Et puis, ouais, de toute façon, c'est question globale, mais aussi du point de vue de l'œil de l'entraîneur. Joanne, tu voulais réagir? Ouais, moi par rapport à ça, je voulais juste dire que pour moi déjà c'est une course quand tu pars sur ce genre de course, vu le nombre de kilomètres qu'il y a, quand bien même tu sois bien entraîné, quand c'est la première fois que tu le fais, tu pars jamais à bloc. Enfin, logiquement, tu pars pas à bloc. C'est quand même des courses que logiquement tu t'attaques de manière assez prévoyante. Tu sais que ça va être long, tu sais que ça va durer, je sais pas en fonction des objectifs, mais bon, on va dire entre 7 et 12, 13 heures, j'en sais rien. C'est jamais un truc où tu vas partir très vite. Par contre, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé cette année, c'était vraiment de bien connaître et de bien avoir étudié les portions de course, de savoir à chaque fois qu'est-ce qui m'attend, à quel moment j'ai les longues courses à pied. Et typiquement, sur mes plaquettes, tout le parcours était plus ou moins défini, dessiné, avec vraiment les points clés de me dire, bah là, je sais qu'il y a telle course, bon, bah là, j'ai 10 km à courir. Il faut pas trop que je me rentre dedans parce que dans 2 îles, j'ai encore 2 km à courir et il y a ces fameux 18 km.
Et en fait, pour moi, tout doit un peu être géré comme ça. Et je sais que dans le podcast de l'Instant Swimrun, ils avaient fait un super truc. Mathieu, tu avais donné un peu ton tips. Il y avait 3 îles, longue course à pied, 3 îles, longue course à pied. Enfin, il y avait un peu un moyen mémotechnique de retenir le parcours qui paraît au début complètement loufoque à retenir. Et en fait, ça marchait très bien. Moi, j'ai fonctionné comme ça. J'étais là, course à pied, course à pied, course à pied, longue course à pied, course à pied, course à pied, longue course à pied. Et en fait, ça marche très bien comme ça. Et quand tu connais bien ton parcours et que tu l'as étudié, franchement, tu as quand même moins de chances de faire des erreurs, quoi. On t'entend pas, Hermano. Ah mince, bon, j'ai dit des conneries, j'étais en mute. Je disais, finalement, c'est vrai qu'on a trouvé un bon moyen d'optimiser les plaquettes, si c'est pas forcément pour les porter, au moins pour marquer le parcours. Non, pour répondre à la question de Christophe, pour moi, il y a deux aspects. Déjà, une phase préparatoire. Donc là, vous allez partir sur une course, je sais pas, vous allez peut-être mettre 9 heures, 10 heures ou plus, je sais pas. Voilà, donc se préparer en conséquence, hein, tenir la distance, déjà, c'est une chose, la distance dans l'effort et une distance dans les jambes aussi. Et après, Joanne, elle a très bien dit, voilà, c'est une course longue, c'est une course qui dure la journée, donc voilà, faut surtout ne pas aller se mettre dans le rouge, aller titiller les filières, voilà, qui pourraient sur le long terme, hypothéquer un petit peu l'état de santé sur la fin. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi de bien se parler, voilà, parce que vous allez devoir gérer ensemble une course, donc il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit en sur-régime à un moment de la course. Donc voilà, bien se préparer et puis bien gérer le jour J. Merci. Olivia, tu as levé la main. Ouais, donc moi je rejoins ce que dit Johan en fait. Là sur des parcours aussi longs que Cotilo, il faut vraiment étudier le parcours île par île. Alors je sais que dans l'instant Swimrun, Mathieu avait fait tous les jours, il y avait une nouvelle vidéo d'une portion de course à pied ou de natation et ils y étaient. Donc on voit vraiment, on a l'impression d'y être en fait. Et ça m'a beaucoup aidé pour étudier le parcours. Et il y a aussi une vidéo de Nicolas Ramirez qui lui, il n'y est pas, mais il montre le parcours, donc on sait quand c'est difficile, on sait quand c'est technique. Et par rapport à ça, on peut aussi adapter son alimentation. Et c'est beaucoup ça qui va nous aider à finir la course correctement. Donc, vraiment étudier son parcours, prendre des notes, faire des schémas, imprimer la carte, etc. Ça, c'est vraiment un très, très gros plus. Mathieu, t'es beau, Mathieu. T'as levé la main, je te laisse parler. Ouais, bon, comme ils l'ont dit, on avait fait tout un épisode sur Otillo, le guide complet l'année dernière. Je pense qu'on avait publié un mois ou deux avant Otillo. Et on s'était servi un petit peu du descriptif du parcours pour faire plein de petits réels qu'on avait postés sur Instagram. Donc, ils sont toujours disponibles, donc vous pourrez aller voir et tout. Et j'avais filmé à la GoPro un peu tout le parcours. Donc, normalement, voilà, il y a toutes les phases de transition qui sont en vidéo sur le compte Instagram. Et après, pour revenir sur la stratégie de pacing, je rejoins complètement ce qui a été dit précédemment. À un moment donné, on part sur un effort qui est long. On sait qu'on va être sur de la basse intensité. Déjà, si vous avez une notion de votre premier seuil, vous savez qu'il faut finalement jamais le dépasser, sinon c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, si vous avez les capteurs cardio, moi j'utilise celui au bras. Le brassard, là, ça fonctionne assez bien. Donc, ça permet déjà de réguler. Et sinon, un repère assez simple que tout le monde connaît, c'est d'être capable de discuter, tout simplement. Et c'est hyper important parce qu'en fait, la première note, il n'y a pas de souci. C'est en groupe, vous serez dans les pieds, vous n'allez pas dépenser finalement tant d'énergie que ça si vous restez sage. Mais par contre, à la sortie, ça part direct sur les 2-3 premières îles où c'est très technique avec beaucoup de cailloux. Et en fait, on saute de caillou en caillou. Et cette partie-là, on ne se rend pas compte, mais elle est hyper coûteuse en termes d'énergie. Et donc, en fait, des fois, il faut mieux marcher, prendre le temps, plutôt que de vouloir courir, sauter de caillou en caillou, faire monter le cœur, et en fait, se mettre dans le rouge sans même s'en rendre compte. Ouais, c'est bon tuyau. Je prends. Comme ça, tu vois, Fergus, on n'aura même pas besoin de se parler. Celui de nous deux qui sera devant marchera et puis l'autre, il n'aura qu'à de toute façon suivre. Merci, Mathieu. Aline, tu as levé la main aussi? Ouais, pour ça rejoint un petit peu ce que dit Mathieu. Il y a une partie très, très technique au départ. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut difficilement l'imaginer.
Et c'est vraiment important d'avoir une bonne prépa, je pense physique aussi, pour justement pas laisser trop d'énergie là. Il faut un renfort, vraiment, et jambes et global pour pouvoir, après être plus efficace sur les parties, les parties course à pied. C'est vraiment très spécifique cette partie-là. Ces cailloux, c'est typique à la Suède pour moi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, moi voilà, c'est des difficultés qu'on rencontre que là-bas, et tant qu'on les a pas vécues, c'est un petit peu difficile à imaginer. Il faut vraiment, se préparer physiquement, au-delà de courir, de nager. C'est vraiment aussi voilà, musculairement d'être prêt, et au niveau des articulations pour ces parties-là. Je sens que notre Nolio, il va tilter là, Fergus, avec toutes les séances de renfort que Christophe il va nous rajouter. Julia, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu voulais réagir aussi là-dessus? Non, après tout a été dit. Hein. Là, j'avoue, j'ai pas trop grand-chose à rajouter. Super, on avance quand même pas mal dans le temps. Fergus, tu voyais d'autres points qu'il fallait absolument qu'on aille titiller? On a questionné pas mal de points. La plupart des personnes font des courses longues ou très longues, mais il y a quand même peu de formats dans lesquels on allie à la fois la longueur en termes de kilomètres et de temps et le froid. Est-ce que pour ça, sur l'alimentation, par exemple, il y a des points particuliers sur lesquels vous avez des tips? Donc, on a tous des gels, de l'eau, des électrolytes, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous? Est-ce que c'est du sel? Est-ce que c'est parce que le combo, donc longueur de l'effort plus froid, nécessite une adaptation particulière sur l'alimentation ou l'hydratation? Bon, Julien nous a déjà dit, hein, pour les électrolytes, elle boit l'eau de mer, donc ça va. Bon, je vais me lancer vu que personne ne prend la parole. Forcément, le froid, c'est énergivore, hein, donc peut-être avoir en tête d'avoir une consommation en glucides un petit peu plus importante que ce que vous feriez à l'accoutumée, tout en étant entraîné à le faire, parce que sinon vous aurez des problèmes digestifs en fin de course. Donc voilà, ça à bien gérer. Après, concernant la consommation en électrolytes, c'est pas tant le froid le problème, c'est presque plus le chaud, parce que quand il fait froid, on se couvre et du coup on transpire énormément en course à pied, et c'est là que la perte elle est importante et sur laquelle il faut être vraiment très vigilant, quoi. Donc ouais, avoir peut-être des fois c'est intéressant d'avoir des petits flacons, il y a des pastilles qu'on peut rajouter dans nos flasques au ravito. Après, la plupart des ravitaux, il y a des boissons chargées en électrolytes ou en glucides, donc ça fait l'affaire. Et sinon, s'il fait très froid, ce qui peut être sympa pour la toute première natte, c'est de remplir au début sa flasque avec du thé chaud ou une infusion un peu chaude. En tout cas, sa boisson, en fait, la faire chauffer avant. Il y a des petits micro-ondes dans les hôtels, enfin dans l'hôtel où on dort le matin, et ça peut permettre de garder un peu de chaleur sur la première natte. Merci. Merci pour les tips. Tiens, justement, on n'avait pas noté, mais la question logistique, on arrive quand, comment? J'imagine que vous avez tous et toutes vos bons tuyaux, mais on arrive quand, comment? Il faut prendre combien d'avions, combien de bateaux pour y arriver? Il faut prévoir combien de temps de voyage pour être bien tranquille? Combien de temps pour rentrer après? Je ne sais pas qui veut se lancer. Bon, c'est sûr que Mathieu, toi, tu l'as fait en 7 heures, donc toi, le après, c'est vite torché. Tu restes pas pour les podiums, mais non, je déconne. Aline, vas-y, je te laisse prendre la parole. Nous, ça a été, déjà, on travaille à côté, donc on n'a pas des congés illimités. Donc, nous, on arrivait le samedi, on avait un vol qui faisait Genève-Stockholm le samedi. L'organisation nous prend en charge à partir du dimanche, début d'après-midi, si je dis pas de bêtises. Et après, c'est tous eux qui gèrent, en fait. Ils nous emmènent sur l'hôtel où on dort la veille de la course. Et puis après, nous, le soir après la course, on était rentrés sur Stockholm pour avoir un peu de confort. Après, on avait mérité un peu plus de confort que. Alors, pas que l'hôtel n'est pas bien, mais on avait juste pas envie de partager avec Julia notre chambre avec des Allemandes, je crois. Et voilà, donc du coup, on était rentrés sur Stockholm. On avait pris le dernier bateau du soir, et on avait repris l'avion le lendemain. Voilà, parce que alors c'est vraiment c'est voilà, au plus court.
Et ça se fait très bien comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent un peu avant, euh, même presque une semaine avant, je crois, Mathieu. Voilà, mais après, tout se fait, hein, faut juste être prêt pour comment on a organisé, c'est tout. Merci. Olivia, tu voulais prendre la parole aussi? Ouais, alors en fait, moi c'est pareil, c'était assez express. On est arrivé le samedi soir. Alors on nous avait prévenu que à partir du moment où l'orga te prend en charge, tu ne vois rien passer. C'est hyper speed à partir du moment où tu arrives sur le spot, et après quand tu prends le départ de la course, c'est vraiment très très speed entre le briefing de l'orga, le repas, etc. Enfin, vraiment, on n'attend de rien le dimanche. Donc, pour la petite anecdote, nous, on voulait visiter Stockholm le lendemain de la course, mais en fait, on ne pouvait plus marcher. Donc, on marchait au ralenti et du coup, c'était vraiment très dur. Donc, je pense que mon conseil, c'est d'arriver un peu avant quand même pour profiter, visiter Stockholm et tout. C'est vraiment sympa, se faire des petits footings, pouvoir nager. Enfin, je ne sais pas où on peut trouver l'eau, mais pouvoir nager, profiter. Et puis, je crois que Joanne, elle était restée un peu après. Et j'avais regretté d'avoir pris un aller-retour aussi serré. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait sans avion depuis la France? Bon, eh ben, j'essaierai d'inaugurer ça en partant quelques jours avant. J'essaie de pas prendre l'avion à titre perso. C'est quelque chose qui se fait. Je crois que je connais quelqu'un qui l'avait fait et il y a des trains qui montent et qui passent par le Danemark et là, le pont sous le Danemark et après, ça remonte juste à Stockholm. C'est pas si compliqué que ça. Ouais, c'est 24 heures. J'étais un train de nuit Paris-Berlin et après un deuxième train avec t'as 3 changements, quoi. Bon. Je vous raconterai, mais je partirai pas le samedi, tu vois. S'il y a 24 heures, passer 12 heures, 24 heures assis avant une course sera pas top. J'arriverai un peu en avance. Je vous donnerai des plans sympas sur Stockholm quand on s'y verra. Non, ouais, clairement, je pense qu'arriver le jeudi ou le vendredi, c'est plutôt un bon compromis si on veut pas y passer la semaine entière avant, quoi. Ouais, dans tous les cas, n'oubliez pas votre carte bleue. Le bon tips aussi, effectivement. Non, mais même en amont, là, vous avez le temps de récolter un peu parce que je crois que ça, le pactage complet, c'était pas dans nos questions, mais je crois que ça freine pas mal d'hypothétiques participants parce que je crois que bon, ça vaut le coup, hein, c'est une super course, c'est une super aventure à faire à deux, en binôme, vous allez vivre des trucs super, mais c'est vrai que c'est quand même pas cadeau, quoi. C'est pas cadeau, mais ce qu'on s'était dit, c'est que sur ton lit de mort, dans quelques décennies, tu dis, est-ce que j'étais vraiment à tant d'euros près pour louper cette phase incroyable de vie? Bah non, je pense que la réponse, on l'a tous, il vaut mieux dépenser un peu d'argent. Non, mais je dis que c'est une aventure qui vaut le coup d'être vécue, mais voilà, bon, déjà, toi, tu vas vivre une petite aventure. Si tu vas en train, déjà, tu vas avoir un peu de pays, c'est sympa. C'est ça. Bon, après, on a déjà un petit peu vécu l'aventure par procuration. Merci à toutes et à tous. Est-ce qu'on s'arrête là parce qu'on n'est pas loin de 2 heures et puis je pense qu'il y en a qui ont besoin de retourner se coucher auprès de leur conjoint ou d'aller faire un dernier petit bisou aux enfants. Est-ce qu'il y en a qui voulaient ajouter un dernier mot peut-être ou Fergus, peut-être tu avais une dernière question? Christophe, il a pris 12 pages de notes. C'est top. Hein. Tu sais, c'est enregistré. Hein. Je vais te le repasser, hein, Christophe. Ouais, dernière question sur les parties techniques. Ça glisse, ça a l'air de pas mal glisser. Chacun, bien sûr, a le type de chaussures qu'il aime, soit imperméable pour pas que l'eau rentre, soit à l'inverse pour faire bien sortir l'eau. On n'a pas parlé de la partie bas du corps. Est-ce que, il y a un type de chaussure que vous déconseillez particulièrement? Et 2, est-ce que sur la protection des tibias en cas de chute ou autre, vous conseillez d'avoir des petites protèges comme des manchons, mais de tibias? Allez, qui ose prendre la parole? Mathieu, t'as enlevé le micro. Ah, Julia, vas-y, on va laisser Julia. Elle a désactivé son... Non, alors pas de protection. Hein. C'est plus lourd pour courir, donc si on tombe, c'est pas grave. Hein. On aura des petits souvenirs avec les cicatrices, c'est toujours sympa. Après, pour les chaussures... ouais, c'est ça. Après, pour les chaussures,
Nous, avec Aline, au début, on avait les Hoka Joys, là, mais ils ne les faisaient plus. Donc, on est passé avec les Kiprun. Race Light, qui sont très très légères, avec les crampons. Alors, je trouve qu'on n'avait pas trop glissé, nous, parce qu'il pleuvait pas. Après, c'est juste les sorties d'eau et entrées d'eau, quoi, il faut faire attention. Mais sinon, en règle générale, il avait fait assez beau les 2 années en effet, donc on n'avait pas eu de soucis avec ça. Merci. Moi, là-dessus, juste, je me posais la question des Five Fingers. Quand on est adapté à la course pieds nus ou à la course, même les Five Fingers Trail, Mathieu, tu fais un gros nom comme ça. Mais... Je pense que c'est quand même, faut être vraiment adapté, quoi. C'est long et à la fin de la course, ça tape quand même beaucoup, hein, sur la fin. Mais bon, si tu es prêt à le faire, pourquoi pas. Parce qu'en natation, c'est intéressant, hein, la traînée est moins importante et tout, tu peux presque battre un petit peu des jambes, ça peut être sympa. Bon, on n'en est pas encore à battre, mais c'est vrai qu'il y en a un avec un t-shirt rouge et un vélo derrière lui qui parle pas mal de course à pied, pieds nus. Et c'est vrai que moi, j'ai fait toute une prépa pieds nus. Donc, pourquoi pas? Mais après, effectivement, on est deux. Donc, s'il y en a un qui gagne des watts et puis l'autre derrière qui souffre, ça vaut pas la peine non plus. On n'est pas là pour gagner. Aline, tu as levé la main. Et puis Olivia après. Oui, alors pour les chaussures, je pense quand même qu'il faut des chaussures plutôt type trail. Il y a pas, enfin, après, on en connaît qui veulent tenter avec les carbones, hein. On verra ce que ça donne. Mais il faut éviter le Gore-Tex. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un conseil, c'est éviter le Gore-Tex parce que ça va se gorger d'eau et ça vous protégera pas du tout du froid. Après, il faut des chaussures où on est bien dedans et ça, c'est propre à chacun en fait. Voilà, nous, on aimait beaucoup les Hoka. On a essayé sur Keep Run. Là, moi, j'ai retrouvé une paire de Hoka qui va très bien. Et il y en a qui sont sur les T-Rex, la Adidas. Enfin, et ça, c'est vraiment, je pense, c'est chacun comme il le sent. Après, plus elles sont légères, mieux c'est quand même. Mais en même temps, il faut quand même courir 65 km avec. Donc, voilà, faut être vraiment bien dedans. Je vais rebondir sur ce que disait Aline, et clairement, les chaussures, c'est vraiment individuel et c'est en fonction des préférences motrices et de la foulée de chacun qu'il faut bien choisir. Après, je voulais aussi répondre à Fergus sur la protection pour les jambes. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des petits manchons pour les mollets, pas forcément pour les risques de chute, mais plus pour la protection du froid. Donc ça peut être intéressant. Aide en fait. Après, ils ont tendance à être assez lourds, assez épais. Donc, comme disait Julia, là-dessus, bon, peut-être qu'on peut faire mieux. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des manchettes arc que je coupais. Donc, qui sont très fines et très extensibles et je les mettais au niveau des mollets. Si vous êtes sujet aux crampes aussi à ce niveau-là, ça peut être pas mal. Et sinon, chaussures de trail, ouais, c'est quand même certainement ce qu'il y a de mieux. Moi, l'année dernière, j'ai fait des recos en chaussures carbone de route et j'étais parti pour faire la course en chaussures carbone de route. Mais il s'est mis à pleuvoir. S'il pleut, c'est chaussures de trail obligatoire. Donc voilà. Et les semelles qui tiennent bien, c'est tout ce qui est Vibram Mega Grip et les semelles Continental. Très très bon grip. Après, il y a la marque Vegisport aussi, qui est une marque finlandaise, plutôt orientée sur tout ce qui est course d'orientation et qui est très très bonne en termes d'accroche. Merci. Je me souviens des Brooks à l'époque en semelle de peau de pommes de terre recyclées. Même sur les trails, tu glissais souvent quand c'était humide. Donc, je vais éviter les Brooks sur Olivia, tu voulais réagir? Ouais, alors en fait, par rapport aux chaussures, c'est vrai qu'on on y pense beaucoup, on pense beaucoup aux rochers, etc. Moi, j'ai fait l'édition 2024 où c'était très mouillé par terre. Et je me souviens d'un podcast, l'Instant Swimrun, où vous parliez justement des chaussures qui étaient le plus adaptées. Et ça tombait bien, j'avais des semelles continentales avec des T-Rex. Alors, pas les plus fines, hein, mais des autres modèles de T-Rex. Et ça accrochait vraiment bien. Enfin, j'ai eu aucun souci, j'ai pas du tout glissé. Donc, et je suis assez d'accord avec les filles quand elles disent qu'il faut quand même une chaussure assez légère. Parce qu'il y a beaucoup de courses à pied, il faut être assez vif sur les rochers, donc il faut pas. Enfin, moi, je déconseille assez les grosses chaussures de trail qui sont lourdes, qui retiennent beaucoup l'eau avec la mousse. Donc, essayez de voir des semelles comme dont parle Mathieu et quelque chose d'assez léger, mais aussi quelque chose, un modèle avec lequel vous avez l'habitude de courir lors de vos entraînements.
Et concernant les manchons au niveau des tibias, s'il fait froid, je déconseille le tissu, tout simplement parce que le tissu, il reste mouillé et donc il reste froid, alors que la peau, elle va sécher beaucoup plus vite que le tissu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir s'il fait froid. Super, merci beaucoup. Julia, je ne sais plus si tu avais réagi sur ce sujet-là, mais vas-y, je t'en prie. Non, j'ai déjà réagi. Ok, je m'y perds au bout d'un moment. Johan, je crois pas que tu avais réagi, puis après Cédric, et puis après on clôture pour que je vous laisse aller vous coucher. Demain, il y en a qui bossent quand même. Non, après, moi, j'ai rien de spécial à rajouter par rapport à ce que les autres ont dit. Moi, j'avais une problématique particulière l'année dernière qui fait que j'ai fait un choix de chaussures propre à ma problématique au niveau des entorses de cheville, instabilité du pied. Donc, moi, j'ai pris des trails avec plaque carbone, mais plus pour me protéger, en fait, de toutes les irrégularités qu'il peut y avoir sur le terrain au maximum. Mais après, ça, c'est vraiment propre, spécifique à ma problématique à moi. Mais oui, évidemment que, enfin, pour moi, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience en trail ou qui tentent leur premier Otilo, je pense que c'est pas mal d'être au moins sécurisé sur ses appuis, quoi. Je pense que c'est vraiment primordial. Après, quand on a le niveau de Mathieu, on peut aller jouer sur des petites chaussures de route plaque carbone. C'est un problème, mais je pense que pour un premier, c'est pas mal d'avoir les pieds bien sécurisés, quoi. Oui, c'est pas notre cas avec Fergus. Cédric, toi qui as fait du triathlon court, du plus ou moins long, qui as fait du trail, du swimrun, c'est quoi ton conseil sur les chaussures justement? Si tu as l'habitude de courir en mode minimaliste, change pas. Et ouais, je suis assez partisan de ce que disait Mathieu là sur les marques nordiques là, suédoises. Moi, j'ai en tête Barefoot. Voilà, moi j'avais été assez surpris de voir courir les Suédois, les Norvégiens avec ces petites chaussures là et qui agrippaient en fait vachement bien quoi par rapport à des pompes de trail qui a l'habitude et qui n'a pas de soucis sur tout terrain. Et ouais, j'avais été assez surpris quand même du côté minimaliste, mais à la fois qui accrochait bien, quoi, alors qu'il n'y a pas grand-chose dessous. Donc je pense que ouais, il travaille vraiment bien la semelle. Donc toi, si tu as l'habitude de courir avec pas grand-chose sous les pieds, je te conseillerais d'aller voir ces marques-là, Barfoot, et puis je sais plus la marque à citer, Mathieu, mais ça vaudrait peut-être le coup, ouais. Ouais, puis même chez Five Fingers, ils font ou équivalent, ils font des semelles en Vibram, je crois. Ouais, alors Vibram, je sais pas, c'était pas des Five Fingers, hein, c'était pas du Vibram qu'ils avaient, mais je pense que c'était peut-être du Continental, enfin bref, et c'est vraiment une roche spécifique, hein, la première sortie de l'eau, là, c'est à la fois glissant, c'est pas vraiment du trail, c'est particulier, quoi. Nous, on avait été vraiment surpris, David, lui aussi, qui faisait du trail. Il était parti avec une marque de chaussures, enfin bref, un peu zarbi. Et ouais, il avait vraiment galéré là, sur ces premiers cailloux. Là. Ça glissait énormément. Et je les avais trouvés particulièrement à l'aise sur ces parties-là avec ces chaussures-là. Merci. Mathieu, je crois que tu as voulu réagir à un moment, notamment sur le matos, parce qu'on le rappelle, hein, l'Instant Swimrun, vous proposez aussi du test matos, même en audio, ça marche. Oui, je voulais revenir. Je crois que c'est la marque Vivo Barefoot dont il voulait parler, Cédric. Et ouais, en effet, leurs semelles sont plutôt pas mal. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir des crampons qui sont trop longs. Parce qu'en fait, si c'est trop long, tu as moins de surface d'appui et en fait, ça glisse beaucoup. Et en fait, c'est l'avantage aussi des semelles continentales, c'est que les crampons, par exemple, sous les Terex sont assez petits, mais par contre, ils ont la mousse, enfin, la semelle est très souple et du coup, ça accroche très bien. Et c'est ce qu'ils font bien en fait en Suède. Ils ont l'habitude de courir sur ce genre de cailloux en Suède, en Finlande, en Norvège. Donc, les marques un peu nordiques fonctionnent très bien, comme disait Cédric. Ça marche. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour. Je vous propose le mot de la fin pour chacune et chacun. Je vais vous prendre dans le sens de mon écran, ce sera plus simple, comme ça je suis sûr d'oublier personne. Et peut-être juste rappeler où est-ce qu'on peut éventuellement échanger avec vous, votre compte Instagram ou un site ou un podcast ou autre. Olivia, je te donne la parole. Moi, le mot de la fin, c'est... Attendez, pardon. C'est que en fait, moi, j'ai pas le niveau hein, des invités ce soir. Et quand Lorraine m'a parlé d'Otilo, je me pensais vraiment incapable de faire un tel effort.
alors qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui m'encourageaient à le faire. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que même si on pense qu'on n'a pas le niveau, avec un entraînement adapté et un entraîneur aussi, parce qu'il faut un vrai suivi, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc, j'aimerais bien encourager des gens qui pourraient penser que c'est trop dur, mais en fait, il faut vraiment tenter l'aventure si on peut bien s'entraîner et suivre une vraie prépa. Il ne faut pas être freiné de cet effort très long parce que on peut aller très loin, beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet de la préparation, combien d'heures, le volume, etc. Mais je pense que ça aussi, c'est propre à chacun. Puis ça fait déjà quelques heures qu'on est là. Cédric, le mot de la fin? J'espère que vous allez pouvoir être au départ de cette magnifique course, que vous allez vivre une super aventure. Donc voilà, je vous le souhaite vraiment. Et puis j'espère que la prépa va bien se passer et que vous allez prendre votre pied. Voilà. Merci, avec les bonnes chaussures pour reboucler. Julia? Une bonne combine et sans les plaquettes. Sans les C'est ce plaquettes. qu'on s'est dit. Ouais. La plaquette, ce sera juste la plaquette en bois pour marquer le parcours, mais ça, on la mettra dans la combi. Julia? Oui, donc je vais rejoindre un peu ce que disait Olivia, donc avoir un bon entraînement, quoi, forcément, savoir pourquoi on se prépare, donc on se lance. Si on fait à chercher les infos, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à répondre sur les réseaux avec grand plaisir, puis être bien entouré. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est le cas hein, pour l'instant. Ce soir, on a passé un bon moment. Mathieu? Écoutez, déjà, j'espère vous voir au départ, ça serait super cool. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne préparation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à aller sur l'Instant Swimrun. Il y a pas mal de petits tips qui traînent. Ça marche, on n'oublie pas. Ça a été pas mal cité à l'instant swimrun ce soir. Je suis un peu jaloux. Hein. Puis en plus, Mathieu, t'es beau, comme l'a dit le fils de Lorraine. Ça va rester. Je pense que je vais le mettre dans le jingle. Aline? Je croise les doigts pour vous pour que vous ayez votre wildcard parce que c'est une belle aventure quand même à vivre une fois. C'est une aventure à 2, voire à 3. Moi, nous, on avait mon mari qui nous entraînait et on l'a vécu tous ensemble. Et puis, ça implique les familles, ça implique quand même beaucoup d'entraînement et beaucoup d'heures de passé. Donc, c'est vraiment une belle aventure à vivre et on est fiers quand on passe à la ligne d'arrivée en se disant, ouais, on l'a fait. Surtout quand on a vu le reportage de Cédric et David et on se dit, mais pourquoi on fait ça en fait au départ? On se dit, mais pourquoi on y va? Mais c'est tellement, et puis c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Voilà, c'est vraiment à vivre une fois. Donc je croise les doigts pour vous, pour que vous puissiez être au départ et puis bien vous préparer pour pas trop subir la course. Voilà. Merci beaucoup. Super sympa, merci. Joanne? Un peu comme tous les autres d'avant, je vous souhaite vraiment d'avoir votre wildcard pour prendre le départ de cette aventure. C'est vraiment une super aventure humaine, une belle aventure sportive et dans un cadre incroyable. Vraiment, c'est super beau. Faut pas oublier de regarder le paysage. Des fois, on a un peu la tête dans les cailloux, mais vraiment, quand on lève la tête, on se dit waouh, on vit vraiment une expérience incroyable et c'est un très beau challenge de vie, je trouve. Au-delà de la performance, je trouve que c'est un beau challenge et un beau défi. Donc, je vous souhaite de vivre ça dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a par rapport à il y a quelques années, c'est que le swimrun, il y a énormément d'informations. Les gens, on peut les contacter facilement, donc n'hésitez pas à demander des informations. J'ai un super coach, si vous voulez aussi, qui a des super tips, qui a réussi à me préparer pour un Nautilo en 2 mois. Donc vraiment, c'était assez incroyable. Balance des noms. Hein. Il est à peu près 3 lignes au-dessus de moi sur mon écran, Mathieu Poulain, qui a des super tips pour entraîner en 2 mois. Non, mais vraiment, c'est une super expérience et je vous souhaite de la vivre pleinement, de prendre le départ et de vivre ça à fond. Quoi. Merci beaucoup. Christophe, je te laisse clôturer. Surtout que toi, tu as pris beaucoup de notes. Je ne te demande pas de nous faire le compte-rendu. Hein. Ça, on en parlera plus tard, mais peut-être rapidement ce que tu as en 2-3 mots. Moi, je voudrais juste remercier. Donc, merci à toutes et à tous de votre temps, parce que c'est très gentil. Donc, voilà, juste vous remercier de votre temps. Moi, j'ai pris beaucoup de notes.
j'ai appris beaucoup de choses au niveau matériel, tactique et tout ça. Et donc, écoutez, c'est très sympa d'avoir pris votre temps et vraiment, je tiens à vous remercier de cette soirée. Voilà. Fergus, je te laisse clôturer, j'ai beaucoup trop parlé, donc c'est toi qui termine. C'est toi qui ferme. Allez, bien, merci beaucoup. On croise tous les doigts, c'est hyper sympa. On a pu profiter de l'expérience de tous et de toutes. Merci particulier à Cédric, grâce auquel une partie d'entre nous a pu découvrir le swimrun. À tous ceux qui ont pu participer à l'essor de cette discipline, de Jean-Marie, à toutes les championnes et champions qui continuent d'alimenter ce sport et de nous faire rêver. Et c'est vrai qu'il y a encore 1 an et demi, je connaissais pas, je m'étais pas dit que j'avais la possibilité de faire un jour l'Otilo. On a une belle rencontre avec Christophe et Carmano. Et donc, c'est hyper sympa de pouvoir se réunir tous ensemble ce soir pour pouvoir prendre vos tips, votre bonne énergie. Et donc, on est chaud, presque autant que Christophe qui se frotte les mains en préparant tout ce qu'il va nous mettre au programme sur les prochains mois. Donc, on vous tiendra au courant. En tout cas, on espère avec une réponse positive sur la wildcard et en espérant vous voir sur la ligne de départ dès le mois de septembre. Merci encore à tous.